Ça va avec vous pour un 36e épisode. Vous entendez peut-être des petits sons cuicui à l'extérieur. Je suis dans ma cour. En plein jour, cela dit, alors j'ai pas besoin de chuchoter. Donc, épisode très, très, très costaud. On retrouve Marie-Hélène Guay et Hélène Faradji en chronique. On reçoit également Simon Tremblay-Pepin pour son essai assez rentre-dedans. Qui s'appelle Intrigue. Rentre dedans pour le milieu des relations publiques. Vous allez voir, c'est une entrevue qui a vraiment été passionnante. Beaucoup de pistes de réflexion, vraiment. Je suis très heureux d'avoir reçu pour une première fois Simon Tremblay-Pepin. Et en toute fin d'épisode, vous allez encore être dans une ambiance encore plus petit papillon cuit-cuit, puisque nous allons présenter le nouveau numéro de la revue Spirale et nous serons au Jardin botanique. Vous allez voir, on va présenter tous ceux qui sont là. Ça a été vraiment le fun à faire, à refaire, je pense, me promener un peu plus et m'imprégner d'une façon sonique des ambiances relatives au sujet abordé. Alors voilà, c'est un épisode que je vous offre. Il n'en reste plus beaucoup, hein, les amis. Je pense qu'il en reste 4 après ça. Donc voilà, c'est ce 36e épisode que je vous offre dans vos oreilles immédiatement. Bonne écoute. Sinon, le gars de Salvatore va arriver. Hélène Faradji! Fred, ça va? Marie-Hélène Guay! Salut! Comment ça va? Hey, ça, c'est une belle table. Quand même, hein? Ouais. Hélène, on disait à chaque fois, on est toujours content de vous retrouver. Ben, moi aussi. J'ai envie, juste avant de vous entendre, j'ai envie de... en fait, je vais parler à l'écrivaine. Victor Lévy-Beaulieu. Moi aussi, je suis écrivaine. C'est vrai. Franchement. Mais elle, ça fait plus longtemps. Hey! C'est Okay, vrai. Ah non, mais... attends, non, c'est pas vrai. Hey! Moi, je suis poète. Votre Elle essai écrit sur... polar. Oui, polar, mais votre essai sur le cinéma américain est sorti en quelle année? Oh, ça fait longtemps, là. Donc peut-être vous êtes la plus vieille autrice. Probablement. Ouais. OK, mais je pose la question à vous deux. Oui. La mort de Victor Lévy-Beaulieu et le refus de François Legault d'offrir des funérailles nationales. Mais c'est étrange. Il se met tellement... il se met tellement en image comme quelqu'un qui veut défendre la littérature, qui lit, qui en fait presque un espèce de stamp de son premier ministériat. Fait que je comprends pas. Ça doit être... On dirait qu'il manque un élément pour comprendre son refus. Mais on l'a vu avec la série Empathie et sa recension du livre de Kev Lambert. Il lit des choses qu'il trouve extraordinaires, il en parle sur les réseaux sociaux comme étant révélatrices d'une société, et il fait complètement le contraire de l'autre côté. Donc, il faudrait que ses pieds parlent à sa bouche. C'est comme, on dirait qu'il nous manque un élément de compréhension. Il y a des mauvaises langues. Il y a des mauvaises langues qui disent que ce qui bloquerait peut-être tout ça, c'est le fait que Victor Lévy-Beaulieu était un grand écrivain, mais peut-être pas un grand homme d'affaires, et qu'il y a eu des petits... des conflits sur... Bon, cela dit, Jean-Pierre Ferland, c'était pas toujours la fine fleur. Non, de écoutez, l'empathie. Anne Hébert n'a pas eu de funérailles nationales l'année que René Angélil en a eu. Donc, je pense que les jeux sont faits. Je trouve que ça parle beaucoup sur notre rapport à la littérature. Et à notre rapport au patrimoine. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on élit comme représentatif de l'histoire et culturelle et sociale québécoise. Qu'est-ce qu'on utilise comme symbole de cette histoire-là? Et c'est des décisions collectives. Peut-être que c'était pas assez populaire? Une littérature populaire accessible? Peut-être. Michel Tremblay en aura, on peut le prédire. Mais Victor Lévy-Beaulieu, son œuvre aussi, je pense. Oui. Probablement. Probablement. Mais c'est vrai, c'est que ça va... Je veux dire, faut pas juste penser à ce qui aujourd'hui arrive, c'est-à-dire c'est des funérailles nationales ou pas. En termes de faits, on s'en fout un peu, mais je trouve que sur la qu'est-ce qui va rester dans 50 ans, 100 ans de l'histoire québécoise, en particulier culturelle? C'est les gens qui auront été choisis comme représentatifs. Je pense que c'est un peu dommage que nos grands écrivains passent à la trappe. Surtout... Mais faut-tu vraiment s'en remettre au gouvernement pour honorer les choses qu'on aime? Non, mais on le sait que symboliquement, c'est important. Exact. Puis on n'a pas de protocole, je pense, précis au Québec. Non. Mais depuis Anne Hébert, moi, j'ai plus pas de funérailles nationales pour Anne Hébert. Ouf, là. C'est un coup dur. Je sais pas, mais on se construit pas des lendemains riches en omettant des choses comme ça, je pense. Au moment où on se parle, il y a des frappes
israélienne en Iran. Oui. Alors peut-être que les choses déboulent pendant qu'on enregistre. Probablement, Alors, ça se en peut. fait. On n'en parlera pas trop. Non. Mais j'ai hâte de voir comment les médias d'ici, entre autres, vont traiter... Là, on parle de frappe préventive, Il y a des évidemment. guillemets déjà, ça commence. Ouais, Oui, c'est mais frappe tant qu'il y a des préventive. guillemets, on peut tout dire, tout va bien. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que peut-être que les gens nous écoutent samedi vers 6h, 6h30, en pleine parade Oui! pour M. Trump. C'est vrai. Qui Incroyable. risque d'être assez marrante aussi. Ouais. Je sais pas, j'ai comme un feeling qu'il Mais pourrait marrante, se passer quelque chose. Ouais, en même temps, ça risque Non, mais de- ne serait-ce que parce qu'ils annoncent un énorme orage. Et ça, moi, ça me fait beaucoup rire. Ah, excellent. Surtout pour des cristaux fascistes. Oui. J'espère qu'ils vont comprendre que si le dieu n'est Dieu pas... est contre eux. Fait que- À un moment donné, Calmez-vous. catchez-la. Cela dit, je vais parler comme bien des chroniqueurs dans les médias écrits. Est-ce qu'on est vraiment dans un régime autoritaire Non. ou on fait un pas encore? Ben, faudrait faire un sondage léger. Moi, je pense qu'un sondage léger pourrait nous aider à peut-être enlever Aïe, un aïe. guillemet sur un mot. Ils ont arrêté le sénateur Alex Padilla, c'était quelque chose. Oui, oui. C'est un sénateur. Couché C'est par terre. fou par terre menotté. C'est... Ouais. Là encore, on parle de symbole. Oui, Tu sais, Il y, vraiment. a quelque chose dans le symbole Ouais. de voir un homme politique à terre menotté qui dépasse même l'événement. Mais je Christian trouve. Rioux, c'est étrange parce qu'il a quand même parlé des émeutes à 7000 km des événements. Mais c'est la faute des immigrants, bien sûr, ce matin, oui. s'il y a des émeutes. Ah ben toujours. En fait, des toujours, jeunes hein. issus Des jeunes. de familles dysfonctionnelles. Oui. Et là, ils citent Maurice Berger. Ils deviennent violents. Oui, Ils deviennent oui. violents, puis il n'y a rien à faire. Mm. Et c'est vrai que M. Trump est allé un peu loin. Il a un peu achalé des immigrants pacifiques qui travaillaient, mais il a été élu pour ça. Ben oui. Puis, ouais, vraiment... Surtout dans des villes qui s'appellent Sao Paulo, Santa Fe, Ouais. des villes Mais là, c'est hispanophones. ça, c'est qu'il arrête des élus. Là. C'est pas la première Ouais. fois. Non, Ils ont non, arrêté c'est le ça. maire de New Haven, ils ont Ouais. arrêté le Mhm. fondateur de Ben & Jerry's, je veux dire. Ouais. Franchement. Mais bon, Franchement. C'est pas ça à la crème Mais glacée. ça, on en Moi, parle pas trop. Pécan, Ouais, voilà. là, Bon, Hélène, Oui. j'ai envie de vous entendre Ben oui. parce qu'on vous a pas assez entendu cette année. On va régler ça l'année prochaine. Oh je oui, le promets. certainement. Vous revenez l'année prochaine. Là, je vous squeeze un peu parce que Non, vous ne me normalement... squeezez pas, c'est un oui. Hein, c'est un grand oui, Non, évidemment. Normalement, on en parle quand les micros sont fermés. Puis moi, je prends rien pour acquis. Puis on sait pas, on évolue. Ça va être la Mais c'est un 8e oui. saison. Bon, Évidemment parfait. que c'est un oui. Bon, voilà. Ah, comment ça va, Fred? Ah, ça va. Ça va. Je suis fatigué. Ben, c'est ça. Moi, j'imagine que je vais pas être toute seule, mais ça va. Coup-ci, Ben coup-ça. voyons donc. Coup-ci, coup-ça. Ouais. Ben, l'ambiance, hein. L'ambiance est au Carrément. mieux délétère, au pire complètement apocalyptique. Ouais. C'est très, très difficile de se ménager des rayons de lumière. Des petits espoirs. C'est presque comme si on était collectivement en dépression. Oui. Puis qu'on y va petite chose par petite Il chose. faut le dire. Je sais que les gens vont dire ah, Hélène a dit tout le temps Oui, ça. elle était- Mais il y a des gens qui m'écrivent pour me dire merci de le Faut dire nommer. parce qu'on fait semblant tout le temps qu'on est jovialiste. Ah non, non, là, ça va Bon, pas. il Là. faut le dire. Il faut le dire. Voilà. Moi, c'est l'impression que j'ai, Oui. qu'on est collectivement en dépression. Et je l'ai vu récemment parce que les rares élans collectifs qu'il y a eu, la flottille pour la liberté Ouais. qui essayait d'atteindre Gaza, les manifs anti-ICE à Los Angeles, ou même la victoire du PSG en Ligue des Champions. Ah Mais oui, c'est tout vrai, ça, oui. s'est fini en eau de boudin, au doux parfum de fin du monde. Et je ne sais pas exactement ce que ça sent, la fin du monde, mais je miserais sur un espèce de mélange de transpiration liée à la peur, de vomi causé par la panique et de fumée qui pique la gorge. De toast associé- brûlé, comme à la CV, de Exact. toast brûlé. Vous êtes une poète, vous aussi. Ah Hélène oui, Page. probablement une poète du désespoir ou quelque chose comme ça, ou de la dépression. Mais ça, c'est pas un pléonasme, poète. oui, je sais peut-être pas. un peu. Exactement. Et effectivement, on se sent tous un peu tétanisés et on se demande mais comment est-ce qu'on garde espoir parce que là, c'est la vraie vie. Ah, vraiment. Il n'y a pas de Obi-Wan Kenobi, il n'y a pas de R2D2 pour Ah. être ce proverbial fil. Voilà, mais ça fait du bien. On se dit, on aimerait bien, mais non. Par contre, peut-être que je suis naïve, innocente, ça m'est égal, on peut m'appeler comme ça, mais moi, mon espoir, je le place dans l'art. À la condition que l'art sache être politique. Oui. Et ça, c'est pas une mince affaire. Parce qu'avant le shitstorm qui était 2025, c'était simple. Hein? Il y a toujours eu cette question lancinante, est-ce que l'art est politique? La politique, on peut la considérer comme... En fait, est-ce que l'art est tout le temps politique? ça. Sans le parce que savoir. art, C'est ça. oui. Ouais. En fait, c'est que si on considère la politique comme l'ensemble de toutes les lois qui régissent une communauté à l'interne et dans ses rapports avec les autres communautés, en gros, les normes qui encadrent le collectif, Ouais. ben, l'art, à moins qu'il ne se préoccupe que du nombril de son créateur ou de sa créatrice, il est politique de façon intrinsèque.
Si je prends l'exemple d'un film, par sa nature, un film, c'est politique. Pourquoi ? Parce qu'il établit une relation entre un geste de création et des gens qui le reçoivent. Ouais. Donc, à ce moment-là, il y a politique. C'est un peu comme ça, je crois qu'il faut comprendre le dernier palmarès du Festival de Cannes. Alors, tous les médias nous ont dit... Vous étiez là, hein? Oui, j'y étais. Puis dès le lendemain du palmarès, nouvelle marotte médiatique, c'est le palmarès et l'édition la plus politique qui ait jamais eu lieu. Mais il faut quand même être plus précis que ça. Je sais que pour les unes de journaux, être précis, c'est pas super. Mais ce qui était politique en réalité à Cannes cette année, c'était pas les films. Les films, ils étaient tous hantés par l'idée de mort, de destruction, de disparition, comme nous. Ils étaient tétanisés par l'état du monde. Ce qui a été politique, c'est les choix qui ont été faits par le jury présidé par Juliette Binoche. Donc, un cinéaste activiste iranien qui a longtemps été privé de son droit à exercer son métier comme Palme d'Or. Une actrice musulmane qui joue une lesbienne comme prix d'interprétation féminine. Et un cinéaste brésilien qui a filmé la dictature de son pays en 1977 et qui a eu le prix de la mise en scène et d'interprétation masculine. C'est comme si chaque choix qui avait été fait par le jury était motivé par un peu plus que ce que le film était. Mais ça, c'est pas en nouveau. réalité. C'est pas nouveau à Cannes, Hélène? À ce point-là, même, t'avais l'impression que chaque choix vraiment dépassait le film lui-même pour récompenser en réalité des gestes et pas tant des œuvres. On peut même se dire, le film, ça aurait pu être n'importe quoi. Est-ce que c'est le cas, d'après vous, que les films qui ont été récompensés sont genre... moins... C'était-tu de la merde? Non, c'était pas de la merde, mais c'était pas des chefs-d'œuvre. C'était pas des chefs-d'œuvre à l'image, là, maintenant. Non, c'est-à-dire que débarrassé du contexte, si on enlève le fait que il y a ces éléments-là extérieurs, c'est des bons films, mais c'est pas des chefs-d'œuvre. Dans une autre année, ils n'auraient pas gagné. Peut-être pas. Il y a possibilité d'avoir des années en termes de cinéma plus fortes que cette année-là. N'empêche que ça reste des gestes importants qui ont été récompensés et qui donnent une couleur politique à tout ça. Mais c'est là qu'on va toucher du doigt un petit peu la complexité de ce lien entre cinéma et politique, parce que au-delà de l'existence matérielle du film, au-delà de qui l'a fait, quand il l'a fait et qu'est-ce qu'il incarne, un film, c'est d'abord un message. Et c'est là que, si on se demande, l'art peut-il être politique, est-ce que vraiment il peut incarner dans son propos, hors de tout ce qui l'entoure, quelque chose de politique dans son propre cœur d'œuvre d'art? Jusqu'à ce que 2025 vienne nous pisser sur la tête, c'était assez clair. On avait les films à message ouvertement politique. Ken Loach, Godard, ici au Québec, ceux qui ont fait les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau. Richelieu, plus récemment. Et de l'autre côté, les films qu'on va dire normaux. Je mets mes guillemets, moi aussi. J'utilise le guillemet. Les films normaux, il nous appartenait à nous de les lire ou pas, selon une perspective politique. C'est à nous qu'il appartient le devoir de rendre l'art politique. En fait, l'art ne devient politique que si on s'en empare comme tel. L'art n'est pas politique comme ça. Tout seul, c'est ça. Si on diffuse un film dans une forêt et qu'un arbre tombe, est-ce que le film est politique? Est-ce que le bruit de l'arbre... Exactement. On est dans cette philosophie-là. Et quand on refusait plutôt de chausser ces lunettes-là politiques, quand on regardait un film, on pouvait se laisser aller tranquillement glisser sur la rivière du divertissement. La seule question qu'on avait, c'était est-ce que cette heure et demie, ce 2 heures passées devant un écran m'a sorti la tête de mon quotidien? Est-ce que je peux l'oublier aussi vite? Oui. Divertissement. C'est ma posture avec Entre chiens et loups présentement. J'écoute tous les Entre chiens et loups en cuisinant. Voilà. Je suis à la saison 6. Et c'est ce qui marquait la différence fondamentale entre le film de divertissement. Et si vous essayez de l'analyser, on vous dit ça va là, pisse froid, c'est juste un film relax. On peut-y avoir du fun. Et de l'autre, les films sérieux qui gagnent des prix, qu'on a le droit d'analyser politiquement et qu'en général, personne ne va voir. On dirait le gars de Salvatore. Oui, c'est moi. C'est ma nouvelle casquette. Mais c'est là que 2025 change un peu la donne. Excusez-moi, c'est Simon Liefecto qui disait ça. Les films à Cannes, personne disent beaucoup de choses. Wow, deux belles Ils sont probablement ensemble présentement en vacances aux États-Unis. OK. 2025, donc, la donne change sur ces questions-là, en tout cas la mienne, parce que j'ai réalisé que l'atmosphère mondiale dans laquelle on m'assère,
me laisse plus beaucoup de choix et m'oblige même à reformuler la question de base, qui était donc le cinéma peut-il être politique ? Et je suis obligée non seulement de changer la question, mais en plus de donner une réponse beaucoup plus claire. J'ai l'impression que ma résistance, peut-être la vôtre aussi, elle passe par cette question-là maintenant. L'art doit-il être politique ? Non plus peut-il, doit-il l'être ? J'irais même plus loin. L'art peut-il être autre chose que politique ? Exactement. Et ma réponse à moi, c'est oui, il doit être politique. Impérativement. Ouais. Et je me suis rendu compte de ça, en fait, en me frottant à 2 films de pur divertissement cette semaine. Non, c'est vrai. C'est intéressant. J'y allais avec cette envie-là, cette bonne vieille technique de ça va me laver la tête, j'ai besoin d'un break, j'en peux plus. Et dans les 2 cas, ça a foiré. Mais dans je veux les savoir c'est quoi. Je m'en viens. Premier cas d'étude, il y a 2 cas d'étude. Le charmant, vraiment charmant, musical, Partir un jour. Premier film réalisé par la Française Amélie Bonin, qui va sortir ici au Québec le 20 juin, donc dans très peu de temps, qui a été choisi comme film d'ouverture du Festival de Cannes, justement. Délicieux. Film délicieux, estival, qui nous raconte l'histoire d'une ancienne candidate d'une télé-réalité culinaire, qui est devenue une grande chef à Paris, qui revient dans son Loir-et-Cher natal pour retrouver un amour de jeunesse et bien sûr le goût des bonnes choses simples, parce que la province, vous savez, la région, ça va pogner au cinéma Beaubien. La région, c'est ça que ça fait. Donc, rien de transcendant, rien de novateur, mais en plus, le film se joue sur le mode on connaît la chanson d'Alain Resnais, donc inclut dans sa propre trame des chansons populaires chantées. On peut encore faire ça. J'ai de la misère, t'imaginer écouter ça. Ah, j'adore ça, moi. Mais j'y allais avec candeur, vraiment. Mais vous avez vu, on connaît la chanson. Non. Ah, il faut voir ça. On connaît la chanson, il y avait du génie. Ben oui. Là, il y en a un peu moins. Non, c'est ça. On fera pas semblant. Oui, c'est ça. Il y en a un peu moins, mais c'est agréable, c'est inoffensif, pensais-je. Car je me suis fourré le doigt dans l'œil. Le fameux amour ami de jeunesse, qui est joué par l'impeccable Bastien Bouillon, va à un moment donné faire une pause dans le récit et chanter avec 2 de ses amis gars un trio musical sur Pour que tu m'aimes encore de Céline, afin que sa belle, jouée par Juliette Armanet, donc la chanteuse qui devient comédienne, comprenne les élans de son cœur. Bon, malheureusement, l'extrait n'existe pas encore en ligne. On parlait de la promotion des fois des films est un peu compliquée. Donc, je vous en ai trouvé un autre pour que vous compreniez l'idée du film, l'esprit. On va parler de relations publiques tantôt. Oh, c'est parfait, ça va fitter. Peut-être là, est-ce qu'ils ont choisi ou pas de... Donc, Bastien Bouillon, le même acteur, qui chante sa flamme cette fois à Juliette Armanet en reprenant Femme Like You. Ready, girl? Let's do this! Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Bad boy, tu sais que tu me fais un homme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk. Je me rappelais pas de cette chanson-là. Ben oui, on l'a tous oublié. Hein? Ben oui. Mais pourtant... Non, mais pour mes soirées dansante. C'est un tube. C'est un tube. Ouais, c'est ça. Ouais, ça danse. Donc, on imagine, les 3 gars chantent sur ce modèle-là Pour que tu m'aimes encore de Céline. Toute vulnérabilité dehors, sans aucune ironie. Et c'est là, devant cette scène-là, que le politique m'a sauté aux yeux. Parce que je me suis dit, si les modèles de représentation normalisaient la sensibilité, la romance, la peine d'amour, ou le fait d'être en demande d'amour, sans que ce soit un signe de faiblesse ou de non-virilité chez les hommes, si les hommes au cinéma devenaient un peu moins Monsieur Muscle, un peu plus Monsieur Cœur, si l'idée générale c'était un peu plus Pedro Pascal que Mel Gibson, peut-être qu'on s'enlignerait vers des lendemains qui chantent un peu moins faux. Parce que vous m'enlèverez pas non plus de l'esprit que la crise mondiale qu'on vit en ce moment, elle a aussi beaucoup à voir avec une conception complètement erronée de la masculinité, qu'on dessine à grands coups de virilisme abruti et d'autoritarisme condescendant et violent. Et donc tout ça, devant un petit film absolument léger que j'allais voir pour me divertir, et finalement,
me suis retrouvée prise malgré moi. On réalise que c'est pas les femmes qui font la guerre. On réalise que Ouais, c'est mais pas les femmes qui font la guerre. Attendez, Ok, c'est quand même elles qui mettent au monde Les ceux guerriers. qui font la guerre. C'est Not vrai. all Et qui les, women et make. qui les éduquent. Babies. Désolée, et qui Hélène, les de t'interrompre, éduque. mais ouais. Bref, politique qui m'a sauté au visage malgré moi, Ben ouais. malgré Ben oui. mon envie de me divertir. Et ça, c'était pour le cas d'étude positif, parce que j'ai vécu l'inverse aussi. Je suis allée voir le dernier opus de la franchise, certes abrutissante, mais hautement divertissante en général, Final Destination. 6 films qui nous mettent depuis un certain nombre d'années maintenant aux prises avec de jeunes héros et héroïnes qui veulent tromper la mort, qui, elle, veut leur mettre le grappin dessus. Derrière la franchise, évidemment, cette question, est-ce que la mort est inéluctable ou est-ce qu'on a un quelconque pouvoir sur le moment et la façon dont tout ça va se passer? C'est du gros blockbuster popcorn, c'est du slasher en pure et due forme, du genre à sortir du réel pour nous divertir, un pur spectacle destiné à nous enfumer. Voilà. Et en sortant de ce film-là, j'avais le cœur dans la gorge, Pourquoi t'allais j'avais voir ça? un... Pourquoi? C'est Mais pour vraiment me divertir. divertissant. Pour me Je l'ai divertir. vu aussi, la Ok, scène ok. de la tour au début. Pour c'est me complètement divertir, Ok. parce que j'avais envie de me sortir de Ouais, je ce comprends. réel Ok. qui m'étouffe. Ok. T'es allé genre au centre-ville aussi. Ah ouais, je suis allée la totale avec le popcorn, Yes. vraiment pour de vrai. Puis je suis sortie avec un sentiment de profond rejet. Pourquoi? Parce que la politique s'est invitée malgré moi dans ma perception et j'ai trouvé odieux, révoltant, même obscène, de regarder des gens mourir de façon atroce pendant 2 heures quand l'odieux de la mort violente est partout autour de nous, en Ukraine, à Gaza ou au Soudan, dont tout le monde se fout, C'est vrai. que personne ne regarde. Et cet instant de profond dégoût m'a fait comprendre quelque chose. C'est que le divertissement, c'est pas notre ennemi. Et c'est pas vrai, c'est pas juste un film relax, laisse-toi aller, pauvre folle. Non, parce que vouloir abstraire le divertissement de la lecture politique, c'est ça qui est obscène. Non seulement c'est obscène, mais en plus c'est dangereux. Ce serait le fun de juste pouvoir se brancher devant un truc puis d'oublier, mais on ne peut plus oublier. On peut plus. On peut plus On peut plus faire rester. semblant. Hein? On peut plus faire semblant. On peut plus faire semblant d'être dans le monde merveilleux des choses divertissantes où rien n'est grave, Ouais. où rien ne compte, où rien n'a d'impact. Il faut plus que jamais se le rappeler en ce moment, parce que si on délaisse la politique, si on laisse les images nous dire tout et n'importe quoi pour nous faire oublier, eh ben, il n'y a aucun doute à avoir. C'est la politique qui va s'occuper de nous. Et ça va faire mal, beaucoup plus que dans des films. Puis ça fait déjà mal. Merci Hélène Faradji, vraiment. Marie-Hélène Guy! Oui, salut! Mon Dieu, j'étais trop joyeuse pour l'état actuel Non, des choses. ben non, mais ben ça non. va, vous avez le droit de... C'est une protection, hein, on le sent dans toute votre sensibilité. Vous nous avez amené un recueil de poésie que j'ai commencé à lire Vous l'avez reçu aussi, vous l'avez... et qui est très bon. Il est excellent. Parlez-nous de lui. Ralph Elawani, Oui. ex-collègue du Devoir. Ah oui, vous êtes plus au devoir. Ou c'est lui qui est parti? Non, Ralph, je crois, est encore là. Ah, ça doit être le Devoir. oui, oui, Ok. c'est ça. Mais Ralph, on peut le lire aussi dans plusieurs revues et magazines. Oui, c'est littéraires. un intellectuel. C'est une personne qui est importante pour la diaspora littéraire. Oui. Et là, il fait ses preuves en poésie avec un livre qui s'appelle « Tout ce que la police ne sait pas », publié chez Poète de Brousse. Mais pourtant, le livre est très petit. Parce que tout ce que la police ne sait pas, je m'attendais à quelque chose de vraiment plus étoffé, mettons. Un gros bottin. Un gros bottin. Et que j'ai trouvé, ma foi, impressionnant par sa forme humoristique, mais aussi la justesse des mots choisis. Donc, je vous lis un petit extrait de son livre. Oui. Il s'appelle « Tout ce que la police ne sait pas ». Politique du 1%. Quelle œuvre choisir pour le poste de police? La face. Personne n'a vu ma face, mais c'était une face... Non, mais on la voit, vous assumez. Ah oui, c'est vrai. Ce poème débute par 2 mains derrière un dos et une invitation à choisir entre la gauche et la droite, ou à se demander pourquoi les deux sont liés par un tie wrap. Ça rimait, ça? Oui. Chaque lundi de la matraque, il se trouve du monde ordinaire pour se déguiser en policier, déguisé en monde ordinaire, en pensant qu'on ne les reconnaîtra pas.
Dans leur voiture banalisée, on saisit quantité d'anxiolytiques et de bécherelles de contrebande où servir et protéger n'ont que les formes pronominales. Bécherel de contrebande, c'est le contenant. Là. Oui, c'est pas ça. le- Non, pas un bécher. C'est Pas un bécher Ah, de c'est un contre... bécherel? Oui. Comme bécherel, Oui, le précis. donc de- servir et protéger, le Ah, précis grammatical. Non, les verbes, c'est les verbes. Oui, c'est ça, Voilà. en tout cas. C'est pas bref. Grévis. Oui, Voilà. mais OK. ça fait longtemps le secondaire. Ben oui. là. En route, une fois de plus, vers le Moron Book Club, où le syndicat de propriétaires de la Vertu tiédit le café du bout des lèvres. Une main dans la boîte à suggestions, l'autre dans la boîte de dons. Fausse alarme, encore un poète tenté par le Enter. Merci. Fred qui me dit, viens lire de la Fini. poésie, mais Vous en avez Pas lu, hein? trop. une page, donc 8 mots. Tu sais. Non, Bon, c'est un peu... voilà. OK, ben, correct. Écoutez, ça va, c'est ça c'est ma nouvelle entrée de jeu, c'est, comment on dit? Non, mais ça va donner envie aux gens Ben de oui. découvrir le Alors, reste. Ralph Elawani, tout ce que la police ne Voilà. sait pas, chez Poète de Brousse. Bon, ben ça c'est juste... C'est une mise en bouche pour votre chronique. Oui. Moi, j'ai hâte d'entendre votre chronique. Où on a, oui, bon, vous savez, Fred, Hélène, cette semaine, il s'en est passé des affaires. Oui. Mhm. On a vu des scènes inquiétantes à Los Angeles, du côté politique plus que du côté manifestant, de mon point de vue. Ben oui. Il y a eu une arrestation syndicale de laquelle je veux vous parler, desquelles nos médias n'ont pas parlé. Oui, qui c'est est ça. très important. Marie-Hélène, on s'est parlé cette semaine. On a trouvé un peu Ouais. l'écran Oui, on a pour, le balbutiement de ce que pourrait être ma chronique voilà, régulière. pour la à Fred Savard. placer dans la balado pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'elle fait là, elle, à part lire de la poésie. Alors, Ouais. je vous laisse nous le dire. Ben, ça m'a intrigué que vous n'aviez pas encore ce segment de ce qu'on n'a pas entendu vraiment ou pas dans toutes ces profondeurs dans nos médias traditionnels. Donc, On l'a pas assez entendu ou d'une certaine façon. Oui, ou d'une certaine façon, ou ce qu'on pourrait commenter Oui. sans dénigrer le travail qui a été fait ou pas fait, Voilà. juste en le faisant nous-mêmes, ce travail-là. Oui. En prenant les rênes. Voilà. Donc, la chronique, pour l'instant, s'appelle « On ne l'a pas échappé ». Mais, Intéressant. je prendrai les suggestions. Envoyez-moi des messages commentés. Écrivez-nous. Oui, écrivez-nous pour nous dire si vous avez des idées pour cette chronique. Donc, on commence à Los Angeles. La semaine dernière, certaines parties du centre-ville avaient été bouclées par des voitures de police, des blocs entiers encerclés avec des hélicoptères qui survolaient la ville. Puis pourtant, la journaliste qui était au sol du New Yorker, Tammy Hikim, elle rapportait, elle, un calme assez relatif. À ce moment-là, la ville n'était pas hors de contrôle, de ce que j'ai pu comprendre et lire. Oui, puis c'est sur Blue Sky, on a vu plein d'images. De gens qui marchaient, Oui, tranquilles, voilà. littéralement, qui C'était marchaient. des manifestations, Oui, mais pacifiques. pacifique, Ouais. à ce moment-là. Mais ce calme-là n'a pas empêché la Maison-Blanche de souffler sur les braises, comme elle en a l'habitude ces temps-ci, depuis le 6 janvier Ouais. 2025. Ouais. Donc, en réponse à des manifestations pacifiques contre les descentes fédérales de ICE visant les personnes migrantes, Trump a ordonné l'envoi de 2000 soldats de la Garde nationale à Los Angeles et c'était la première fois dans l'histoire que cette force était déployée sans qu'un État en ait fait la demande formelle. Alors là, bien sûr, ce qui devait arriver arriva. Les affrontements ont éclaté, des manifestants ont lancé des pierres et la police a répliqué avec des balles de caoutchouc. Je mets des gros guillemets là, qui finalement ne sont pas du tout des balles de caoutchouc, qui sont des balles métalliques enrobées de caoutchouc. Ah ouais, quand même. Bon, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mettons quand la relation publique puis l'information qu'on a reçue n'est pas la même. Et il y a même 2 journalistes qui ont été heurtés par Oui. ces balles-là en direct. On l'a vu. On l'a vu. C'est choquant. Et ça, personne n'en a parlé dans le C'est média. fou, ça. Ouais. Les médias qui sont assez pros, habituellement, à s'autodéfendre, Ouais, c'est ça. Ouais. à Ouais, c'était la étonnant. hein. confrérie, mais là, Ouais. c'est étonnant, ça. Et même, normalement, les forces de l'ordre les forces de l'ordre qui font quand même souvent attention de ne pas heurter ces gens-là parce Ouais. qu'ils savent que ça peut leur faire mauvaise presse. Je te l'ai dit, en 2012, ça les stressait pas trop. Qu'est-ce qu'il y a eu en 2012? Donc, rappelez-moi. Le- C'est le une printemps blague. étudiant. Oui. Mais non. Mais c'était des petits médias. Mais oui, Ça attaquait pas, c'était pas la grosse non, c'est affaire, ça. là, Ouais. tu sais, 2012, franchement. Non, mais Michel Courchaine nous a bien rappelé récemment que c'était très pacifique, ces manifestations. Oui. Donc, malgré ces tensions-là qui étaient localisées, la vie suivait son cours à L.A. Brunch, festivités de la fierté remplissaient les rues à quelques coins de là. Il y a même des gens qui ont continué de dire que les manifestations n'étaient pas si agressives. C'est la réponse. Ouais. Il y avait de la provocation dans les rues, en fait. Ouais. Bien sûr, il y a toujours les antifas qui vont s'en mêler puis aller faire de la casse, mais est-ce qu'on peut parler aussi de violence institutionnelle Ben dans oui. ces cas-là? Voilà.
L'administration Trump a persisté à présenter la Californie comme un État en chute libre. Ils ont déployé des centaines de Marines mercredi qui, selon mes informations, étaient en préparation pour être déployés dans la région afin de calmer les manifestations. Mais là, la population a détesté cette annonce-là. Donc, s'est révoltée. Et là, il y a eu des manifestations violentes qui ont suivi ça. Et pour Ruth Marcus, une chroniqueuse politique spécialisée en droit, cette manœuvre-là, ça s'inscrit dans une logique très dangereuse et elle dit, et je cite, « Le président cherchait depuis son premier mandat à utiliser l'armée contre les troubles civils. C'était comme un fantasme. Ce qui est inquiétant, c'est de voir jusqu'où il était prêt à aller pour faire croire que LA était hors de contrôle. Il ne voulait pas qu'on lui demande d'intervenir. Il voulait montrer qu'il était en contrôle, qu'il testait les limites, encore une fois, du pouvoir présidentiel. Il voit jusqu'où on va le laisser aller. » Et la fermeture de la parenthèse. Moi, je trouve qu'il essaie de tester jusqu'où il peut aller. Encore. Oui, parce que là, de ce que je comprends aussi, quand on déploie la garde nationale, il faut être précis sur l'endroit et dans la durée. Et dans ce cas-ci, il n'y a pas de... En fait, c'était un peu tout azimut, là. Allez régler ça. C'est ouvert sur le plan géographique et sur le plan temporel. Donc, il pourrait la redéployer n'importe où aux États-Unis où il y aura d'autres manifs. Fait qu'on est vraiment dans une logique autoritariste. Oui, puis il a fait un... Mais ça, il faudrait faire un sondage léger pour en être certain. Excusez-moi, je décroche pas de ça, mais... Moi, j'ai lu une théorie qui a beaucoup circulé sur Blue Sky ces derniers jours, qu'en fait, son appel à la garde nationale, c'était une façon de préparer les gens à faire absolument ce qu'il veut, comme il veut. Sinon? Non, dans l'optique d'annuler les midterms. Oui. Ah oui, mais ça, et que donc, il n'y ait ce soit un premier pas vers l'annulation des élections démocratiques. Moi, je l'ai dit ici, il y a plusieurs mois qu'il n'y en aurait pas il n'y en aura pas, parce qu'il probablement qu'il n'y en aura pas avant un bon bout. Et que donc cette première entorse, disons, plus flagrante à la constitutionnalité des choses, finalement, elle va passer dans le beurre. Et donc... C'est ça qu'on appelle un précédent, non? Oui. Voilà. Alors, lui, cette semaine, puis on n'en a pas assez parlé dans nos médias. C'est déplorable parce que on est toujours un peu à rebours avec les États-Unis dans plusieurs de nos décisions politiques et institutionnelles. Mais moi, j'aimerais vous parler quand même d'une personne qui m'a inspirée dans toute cette histoire-là, qui s'appelle David Huerta, qui a 58 ans, qui est le président du puissant syndicat américain Service Employees International Union et qui, depuis des décennies, milite pour les droits des travailleurs, des droits fondamentaux des personnes migrantes et des plus marginalisées dans le milieu du travail. Vendredi dernier, il a été arrêté à Los Angeles. Son crime, selon le rapport d'arrestation que j'ai pu lire et les extraits vidéo que j'ai visionnés, il a simplement et même poliment tenté d'empêcher des agents de ICE de sortir avec des personnes migrantes qui venaient de kidnapper lors de ce qui s'apparentait à une opération de kidnapping littéralement menée au grand jour au Home Depot. Et là, on voit dans l'extrait juste M. Huerta qui s'interpose et qui ferme la porte de la clôture du stationnement. Il n'y a aucune violence là-dedans et il dit, s'il vous plaît, arrêtez de faire ce que vous faites, c'est dangereux, vous n'avez pas à obéir à Trump. Et lundi, un juge fédéral l'a libéré sous caution, une caution de 50 000 $, donc beaucoup d'argent, qui est accusé de conspiration pour avoir entravé l'action d'un agent fédéral, une accusation qui est passible de 6 ans de prison. Une charge lourde, disproportionnée pour un homme qui n'a fait que ce que toute conscience éveillée ferait, interposer son corps face à l'injustice. Fait qu'il me semble évident que son arrestation s'inscrit dans une logique politique d'en faire un exemple. En s'attaquant à un dirigeant syndical aussi visible que Huerta, l'administration Trump envoie un message « Restez loin des affaires de ICE ou vous serez les prochains emprisonnés. » Et peut-être pas libérés cette fois-ci. Je vous laisse écouter un extrait de sa recension de son arrestation après sa libération sous caution. So, I just want to say that when we're here, there's protests outside. That means in there, they're in lockdown right now. They're in lockdown. They cannot come out of their cells. They cannot come out. So while this is happening, they cannot come out. There's also the risk, they also cannot see their lawyers. And to a certain extent, they cannot also do court hearings that are so important. Because had I not had my court hearing today, I now would be standing here today. We will have our time for justice, but we must do it in a way that we demonstrate the power of working people across this country and stand united. I just want to tell my members of the USW.
Dans l'extrait, on voit que sa voix craque. Oui, Il est puis complètement... plus loin, là, c'est difficile. Je comprends, le son n'était pas Ouais, excellent. c'est ça. Ben, on le voit là, qui craque. Moi, j'ai aussi vu cette semaine une vidéo d'un conseiller pédagogique d'une école primaire Oui. qui raconte que les fous furieux de Ice sont arrivés dans une fête de graduation de 6e année. Ben voyons. Puis ils cherchaient des parents d'enfants. Devant issus de les l'immigration. enfants. Mais Ouais. ils font ça, mais ils vont aussi Ouais. essayer d'aller chercher les enfants dans les écoles et c'est les profs et les directeurs d'école qui les Ouais. empêchent en disant Ouais. mais ces gens-là n'ont pas d'adultes responsables à la maison. Puis les profs disent non, je connais sa tante qui s'occupe de lui, je sais qu'il y a un endroit où vivre. Donc il y a des tentatives de kidnapping d'enfants Ouais. là, en ce moment Ouais. aux États-Unis. Ouais, c'est... ouais. Et Christian Rioux trouve ça normal parce que les gens sont contents. OK. Oui, puis surtout que la jeunesse devient de plus en plus violente Oui. parce que Issus des familles déstructurées, /immigrantes. Immigrantes. Voilà. Donc, ce que Huerta nous rappelle avec courage, c'est que notre mouvement doit être non violent dans sa forme, mais la violence engendre la violence. Et ce que nous devons combattre, c'est le mal qui se déroule ici et maintenant, sous nos yeux. Ça, c'était pour les States. Et il y a d'autres histoires qui n'ont pas été relayées, mais justement, les journalistes qui ont été attaqués ont aussi fait des conférences de presse, ont dénoncé ce qu'elles ont vu, et bon, on n'en a pas beaucoup parlé ici. Bon. Maintenant, Gaza. Oui. La flottille. En lien direct avec la dissidence pacifique, il faut parler du voilier Madeleine, a résonné cette semaine par Israël. Donc, on pourrait commencer par écouter un extrait de l'entrevue de la juriste et eurodéputée Rima Hassan avec Anne-Marie Dussault plus tôt cette semaine, où elle explique la mission de la flottille de la liberté avant son départ. Et non, ce n'est pas l'extrait où Mme Dussault insinue que Mme Hassan est antisémite. Je ne voudrais pas soumettre vos auditeurs et auditrices à ça. Déjà que Radio-Canada le fait dans le très malaisant ces jours-ci. Donc, voilà l'extrait de l'entrevue. Alors la mission de cette flottille de la liberté, elle existe depuis 2011 en réalité, puisque c'est une coalition qui regroupe 22 ONG qui à plusieurs reprises a eu recours à ce type d'initiative. Effectivement, ça fait un certain nombre d'années que les régimes successifs en Israël ont soit intercepté, soit attaqué les bateaux qui tentaient de se rendre à Gaza. S'agissant de ma participation, ça fait maintenant bientôt 1 an que j'ai été élue au Parlement européen. J'ai beaucoup investi la question palestinienne, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qui est documenté, y compris par les plus grands experts, tant sur la question de la famine que sur la question du génocide. Eh bien, nous sommes toujours dans une forme de passivité, d'inaction d'un certain nombre de dirigeants politiques, notamment occidentaux. En quelques mots, l'objectif de cette mission, c'est de briser le blocus à Gaza et d'ouvrir une voie qui permettent de multiplier les initiatives qui, je l'espère, pourront acheminer de l'aide humanitaire à Gaza. Fait qu'Anne-Marie Dussault, elle a insinué... Mais c'est une longue entrevue pour Radio-Canada, là, une vingtaine de minutes, où Mme Hassan a beaucoup de temps d'antenne pour expliquer la mission. Mais il y a un moment où Anne-Marie Dussault, du haut de sa grande bourgeoisie, de son grand privilège, interroge Mme Hassan sur son antisémitisme. Et là, moi, je trouve que ça, c'est une ligne... Ouais, mais ils sont obligés de faire ça. Moi, c'est désolant et c'est aussi un choix éditorial d'avoir décidé de mentionner ça, surtout que c'est écrit militante en dessous de sa vidéo, alors qu'elle est eurodéputée et juriste de formation. Le mot antisémitisme est prononcé. Ah oui, il est prononcé. Et là, Mme Hassan dit vous savez, c'est un crime d'être antisémite. C'est un amalgame qu'on fait beaucoup trop facilement. Laissez-moi vous expliquer. Elle est habituée, Mme Hassan. Donc, elle a passé outre. Mme Dussault aussi est habituée. Oui, tu sais, je pense qu'on mérite mieux. Doublement déplorable. On la comprend, la petite game, là. Voilà. C'est ça, voilà. Mais on ne le mettra pas, l'extrait. On ne le mettra pas parce que c'est pas nécessaire. Puis je pensais que le propos de Mme Hassan surpasse le mépris qu'on a senti durant l'entrevue. Donc, et sans grande surprise, la presse a relayé un copier-coller de la version du ministère israélien des Affaires étrangères. L'article indiquait qu'ils avaient été ensuite transférés à l'aéroport de Tel Aviv en vue de leur rapatriement. Et pour appuyer leur message, Israël a publié sur X une photo des passagers qui reçoivent des sandwichs, comme pour démontrer que tout s'était fait humainement. Ce qu'ils n'ont pas dit, par exemple, c'est que les 18 heures suivantes, personne n'a eu à manger et à boire. Il y a eu une certaine forme de violence physique d'après les militants là, qui ont témoigné. Donc, voilà. Wow. Et le Madeleine a été intercepté dans des eaux internationales, ce qui est illégal dans les faits. Dans sa forme, est-ce qu'Israël respecte les lois?
c'est Mais discutable, ils se défendent. mais passons. c'est ça. José Legault fait dire qu'ils se défendent. Ce Oui, n'est c'est vrai, que de la Depuis défense. 2000, ouais, Oui. depuis le 7 octobre. Donc, plusieurs ONG, mais on s'en inquiète plus de ce que les ONG disent ces jours-ci, ont dénoncé l'opération comme une violation du droit maritime et une entrave à l'aide humanitaire. C'est grave, mais bon, c'est pas ça Pas qu'on assez. retient ici. C'est pas assez grave. C'est pas assez grave pour qu'on en parle, mais ce qui est impressionnant, c'est que ça met en lumière le besoin d'agir puis le refus obstiné d'Israël de laisser circuler librement l'aide aux Palestiniens. Mais ça expose le fossé vertigineux entre le courage de quelques civils et le silence pesant des gouvernements occidentaux. Combien d'entre nous iraient dans une flottille? Et ça c'est brasse fou. là-dedans, c'est fou, là. Ah C'est ouais. 22 jours de voyage Ouais. dans des mers houleuses. C'est même, enlevons Gaza. Là. Ouais, Être dans ce type de bateau pour c'est aller, insane. mettons, à Punta Cana. Ouais. Peu de gens le feraient, mais eux, ils s'en C'est vont à vrai. Gaza. Je veux Ouais. dire, vomir C'est- à journée longue, pas être capable de manger, pas être capable de dormir, tout ça pour un besoin d'attention d'après TF1. Mais tu sais, en Ouais, voilà. ouais, TF1, Donc- c'est Bolloré, ça. Oui. Mhm. Donc voilà, c'est ce silence-là qui permet à Israël de continuer en paix, à ce que de plus en plus de médias décrivent ça comme un génocide entre guillemets ou font des sondages légers, je le rappelle, pour tenter de déterminer si oui ou non c'est un génocide. Mais encore une fois, passons. Bonjour, Simon Tremblay-Pépin. Bonjour. Ça va bien? Pepin ou Pépin? Pepin. Ah, c'est Pépin? Il n'y a pas d'accent. Ces gens-là. Oui, c'est genre. Ah, je savais pas ça. Je pensais que tous les Pépins étaient des Pépins. Et non, il y a une branche familiale qui tient beaucoup à l'absence d'accent. Bon. Et j'en Ok. fais partie. OK. Ça fait une très vieille France. Non, c'est pas vrai. En effet, Comment allez-vous? le bref, le jeune, tout ça. Voilà. Comment ça va? Ça va bien. Vous êtes ici parce que vous avez publié Intrigue, petit manuel pour une critique des relations publiques. J'avais bien hâte de vous rencontrer parce que vous faites des affaires vraiment intéressantes. Vous êtes professeur Ça à dépend l'école. des jours. Oui, je sais. Mais les choses que vous rendez publiques. Professeur de l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère à l'Université Saint-Paul. Vous avez déjà publié... vous êtes co-auteur de Construire l'économie post-capitaliste. C'est vrai. Un livre qui est brûlant d'actualité. Il le sera encore longtemps, malheureusement. Vous avez aussi publié Illusion, petit manuel pour une critique des médias. Il y a vraiment 2013, longtemps maintenant. ouais. Et ce livre-là, Intrigue, est-ce qu'il ferme la boucle de ces deux réflexions, journalisme, relations publiques? Parce que c'est un peu des jumeaux Oui. d'un même L'un- problème. L'un est vraiment le jeune frère de l'autre. Oui, voilà. Oui, oui, tout à fait. Puis c'est écrit dans la même logique. Ouais. J'ai pensé au même public en l'écrivant. Donc oui, c'est la suite de la réflexion. Est-ce que la boucle est fermée? Ça, je ne sais pas. Je vais vous laisser Ouais. en juger. Ouais. Mais de mon côté, c'est aussi un parcours professionnel qui se transforme. Oui, parce que c'est ça qui est... Bon, le livre est intéressant pour plein de raisons, mais c'est aussi que vous avez Commis. Oui. fait des relations publiques. Je suis coupable. C'était quoi le contexte? Ça remonte à vraiment, vraiment longtemps. Ouais. Quand je En même temps, devais... vous n'avez pas 70 ans. hein? Non, mais je devais travailler pour avoir de l'argent pour Oui. faire mon bac. Oui. Puis j'ai commencé à travailler dans une firme qui faisait des cosmétiques écologiques. OK. Et dans cette firme-là, ils avaient besoin de gens qui faisaient de la com. Ouais. Et puis, j'ai fait de la com. Fait que ça a commencé là. Ah ouais. Et c'était du marketing, c'était des sites web, c'était un peu n'importe quoi parce que c'est une petite boîte. Puis Ouais. on n'était pas nombreux et nombreuses. Ouais. Fait qu'il fallait faire ce qu'on Vous pouvait. avez appris sur le tas. Ouais, on pourrait dire ça. J'ai une formation en journalisme. Ouais. Fait que ça se croise Ouais. dans une certaine mesure, mais souvent, les journalistes font d'assez mauvais relationnistes. Ah ouais, hein? Mais bon, oui, ils ont pas conscience de ce qu'ils sont, les journalistes. Ils pensent souvent, Ouais. disons, ils ont souvent une haute idée de leur profession. Oui, ça c'est vrai. Et donc, ça en fait des assez Ah ouais, mauvais je relationnistes. comprends. Bon, dans votre livre, vous dites qu'on peut retourner jusqu'à Jules César, même à l'Évangile, pour entendre parler de relations publiques. Ouais, c'est ce que tous les manuels de relations publiques disent. Ils nous citent la guerre Ouais. des Gaules. Ah ouais, Puis, c'est ça. oui, ça c'était un premier livre de relations publiques. Est-ce que c'est un désir d'ennoblir dans la durée une pratique qui, dans le fond, découle beaucoup de la création des médias de masse? Ben,
C'est le problème auquel j'ai été confronté dans le livre. Puis c'est pour ça que je fais un chapitre qui peut paraître un peu anachronique sur le duc de Saint-Simon. Oui. Puis que je retourne très loin dans le passé. C'est parce qu'ils n'ont pas complètement tort en parlant de Jules César. Okay. Ils n'ont pas complètement raison non plus, mais ils n'ont pas complètement tort en ce sens qu'il y a toujours des projets politiques. Ils cherchent toujours à se justifier face à d'autres gens. Et il y a toujours une façon de les justifier. Et de l'autre côté, dans les sociétés dans lesquelles on vit pour l'instant, il y a des pouvoirs centralisés que plein de gens doivent courtiser. Et tout ça, ben, c'est les relations publiques. C'est à la fois le message des maîtres vers les autres et c'est le message des autres qui essaient de séduire les maîtres. J'adore pour l'instant. On le souligne. C'est pas si le fun que ça à vivre, cela dit. Mais... Quoi ça? Ce mécanisme des relations publiques. Ah non, mais j'imagine. Cela dit, c'est aussi pourquoi votre essai est si intéressant, c'est que vous avez connu la bête et en plus, vous y ajoutez une réflexion et vous ajoutez des réflexions que d'autres ont fait, entre autres, parce qu'on parle aussi des relations publiques comme une espèce de reliquat des sciences sociales de la fin du 19e siècle, sur la réflexion sur les foules, le contrôle des foules. Ça les inquiète tellement à la fin du 19e siècle. Encore aujourd'hui. Oui. Et c'est drôle comment les réflexions de base qu'on entend notamment venir de droite sur les foules incontrôlables et tout ça avec ce qui se passe à Los Angeles, par exemple, c'est évident. C'est évident que on pourrait lire Le Bon, on pourrait lire Gabriel Tarde et puis trouver exactement le même type de discours que ce qu'on nous sert aux États-Unis en ce moment. C'est fou. Mais bon, la petite différence, c'est qu'à l'époque, ils prétendaient que c'était un discours scientifique, là, alors que c'était assez des balivernes. Mais aujourd'hui, ça va, tout le monde comprend que c'est des balivernes. D'ailleurs, vous en parlez bien de ces deux... C'est des sociologues? Oui, tout à fait, des pères de la sociologie. Voilà. Mais là, il faut parler de Ivy Lee. Qui est un des premiers à réfléchir et à voir en fait un potentiel dans cette idée de relations publiques. Un entrepreneur des relations publiques peut-être, quelque chose comme ça. Parlez-nous de lui un peu. Ben, c'est un journaliste défroqué. C'est un journaliste qui voit le pouvoir des journalistes qui embêtent les puissants. Puis qui se dit, ça les embête bien. Mais admettons qu'on essayait de leur plaire aux puissants et essayons qu'on essayait de les aider contre ces journalistes. Là, on est début du 20e siècle, 1910, 12, dans 14. ces eaux-là. Fait qu'il y a déjà une critique des relations publiques. Il y a déjà des journalistes qui vont faire des enquêtes et qui vont mettre les puissants dans des situations compliquées. Qui font leur travail, dans le fond. Qui font leur travail, en tout cas ce que nous, on penserait qu'il devrait être leur travail. Mais vous relatez George Creel dans le Harper's Magazine. Oui, exact. Qui se rend compte assez tôt, on est en 1914, du rôle toxique. Oui, ben c'est lui qui surnomme Ivy Lee, ce premier entrepreneur des relations publiques, de Poison Ivy. Évidemment, donc un jeu de mots sur son nom qui montre qu'il empoisonne l'espace public. Mais ce même George Creel-là va dire... à Woodrow Wilson, quand la guerre doit être vendue aux Américains, il va dire « Fais pas comme d'habitude. Mets pas en place un genre de censure qui va dire à tout le monde « T'es pas d'accord avec la guerre, ferme ta gueule. » Non. Fais tout un bureau qui va promouvoir la guerre, comme la publicité le fait pour des produits. Et vas-y, full pin. Vas-y. Allez, on y va. Just do it. Évidemment, Woodrow Wilson dit c'est ça que tu veux, fais-les dons. Fait qu'il lui donne ce qu'on a appelé la commission Creel, où un des employés va être Edward Bernays. Edward Bernays, un autre des pères autoproclamés. En tout cas, il l'a beaucoup revendiqué, la paternité des relations publiques, notamment dans des livres, mais aussi par des récits complètement délirants. Un peu mythomane. Je le sais pas. Je veux dire, j'étais pas là. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Edward Bernays vend qui il est, en même temps qu'il vend la profession, en même temps qu'il vend ses services. Tout ça, c'est un package. Il vend toute l'affaire en même temps. Très par moderne. Des livres, par des stunts, par des choses qu'il fait puis qui marchent bien et dont tout le monde parle encore. Dans tous les manuels de relations publiques, on entend les mêmes histoires sur George Bernay, on lit les mêmes affaires, tous les cours racontent les mêmes histoires. C'est pour ça que ça m'embêtait dans le livre de reprendre une énième fois ces histoires mille fois rencontrées. Oui et non. Ils sont bonnes. Oui, puis moi, je n'étais pas au courant de tout ça, alors je ne vais pas me mettre en mesure étalon, mais j'imagine que si je ne suis pas au courant, il y en a une couple aussi peut-être qu'ils ne le sont pas. Ça me rassure. Oui.
Bon, on comprend assez vite qu'il y a 3 raisons pour faire appel à une firme de relations publiques. Ça, dès les débuts, c'est assez clair. Maintien ou amélioration de sa réputation. Promotion de nouveaux produits et services. Et gestion de crise. Oui. Ça commence surtout par gestion. Oui, avec l'histoire de John D. Rockefeller. Bien, c'est sûr que Rockefeller, ça, c'est une autre histoire qu'on raconte tout le temps. Ouais. C'est que Rockefeller fait affaire avec Ivy Lee. Et surtout, Ivy Lee, dans le processus, lui conseille de créer un bureau de relations publiques à l'intérieur de Standard Oil. Ouais. Et ce serait comme l'acte fondateur des relations publiques internes. Un peu comme on le sent chez Québécois. Comme toute la machine médiatique de Rockefeller est souvent associée un peu... Ah ouais? Ben moi, j'ai lu ces parallèles-là. Ben, est-ce que tu trouves... C'est tout à fait la même histoire. Juste pour pas qu'on reçoive de menaces juridiques. Oui. On parle quand même ici avec Rockefeller d'une histoire de oui, non, moi je parle plus de la structure qui très mal au Colorado. Exact. De massacre, disons-le. Là. Oui, voilà. Il y a de travailleurs morts. qui veulent améliorer leurs conditions de travail. Des mineurs. Tout voilà, à fait. Des mineurs. Voilà. Et la campagne d'Ivy Lee va transformer Rockefeller en bienfaiteur. Ben oui, alors qu'ils viennent de tuer 16 personnes, dont des enfants. Des femmes, des enfants qui étaient totalement pas liés au conflit. Là. Donc, on mitraille dans un camp. C'est là qu'on veut sauver la face, en fait. Exact. Et c'est là, Marilyn, qu'on arrête aussi les comparaisons. Oui, c'est ça. C'est mieux d'arrêter maintenant. Non, je parlais plus de la structure empirique. Non, je comprends. Mais je pense que Québécois reprend une structure organisationnelle qui est complètement généralisée, c'est-à-dire une structure où il y a un bureau de relations publiques qui est responsable de s'occuper de la défense de la réputation de l'organisation et qu'on se dit que tant qu'à faire affaire avec un cabinet qui va nous coûter cher à chaque fois qu'on va aller voir, autant les avoir à l'interne puis les utiliser à faire d'autres choses quand ils ne travaillent pas sur nos crises. Mais sans meurtre, oui, j'en conviens. Tout à fait. Il n'y a pas de lien direct nécessaire entre les relations publiques et les meurtres. Les relations publiques aussi vont très tôt s'attaquer à la critique du capitalisme et des relations qu'il entretient avec les changements climatiques. Puis, vous le relatez, c'est avec la publication en 1962 de Printemps silencieux, l'ouvrage emblématique de Rachel Carson, dont on a parlé l'an dernier. Avec les 2 chercheuses de l'INRS sur les perturbateurs endocriniens. Ce livre-là est vraiment très important pour la réflexion. En particulier sur ces questions-là. Voilà. En particulier sur les questions de la biodiversité, puis de la pollution dans l'eau, puis tout ça. Voilà. Là, ça fait un gros bang. Et en 1962, donc, Bruce Harrison va orchestrer... là, j'apprends qu'il utilisait déjà... L'astroturfing était déjà utilisé dans ces années-là? C'est les débuts. C'est-à-dire que... Juste expliquer qu'est-ce que l'astroturfing, parce qu'on en a beaucoup encore aujourd'hui. C'est central dans les stratégies de relations publiques d'aujourd'hui. Donc, expliquons le mot d'abord pour ceux et celles qui n'ont pas les références. Vous savez peut-être qu'en anglais, quand on parle de groupes qui viennent de la base, qui naissent de la base, on les appelle des groupes grassroots. Grassroots, ça peut référer à du gazon aussi. De l'astroturf, c'est le gazon synthétique qu'on met sur les balcons pour avoir l'impression qu'on est en campagne en ville. Là. Qui a été inventé dans les années 60. Exact. Utilisé à l'Astrodome de Houston, oui. Un des premiers stades couverts de baseball avec un gazon synthétique, c'était l'astroturf. Voilà. Des Astros de Houston. Ça explique enfin pourquoi ça s'appelle Astro. Voilà. Merci. Donc, l'astroturf, c'est du faux gazon. L'astroturfing, c'est de créer des faux groupes de base qui font les relations publiques à votre place. Et ça, plein de monde vont l'utiliser. Bruce Harrison commence à le faire, mais les cigarettiers vont le faire aussi. Plein de gens vont Donc, faire des faux groupes d'intérêt qui disent « Non, c'est bien la cigarette ». En fait, qui sont subventionnés. Oui, c'est ça. Allègrement de l'autre côté par les corporations pour faire de la promotion de notre droit comme fumeur à fumer à l'intérieur. De quelle manière ils militaient, ces groupes-là? Dans le cas des fumeurs, c'est assez amusant. Ils se rendaient... Donc, c'était le droit des fumeurs pour lequel ils luttaient... Le droit de mourir. Mais aussi le droit d'attaquer sa propre santé. Oui. Revendiquer la liberté par la cigarette aussi, c'était ça leur take, non? Fait qu'ils s'en vont dans des commerces. Ils laissent une carte en disant tel sénateur veut passer une loi pour vous empêcher de vendre des cigarettes librement. Or, moi, je suis un fumeur et cette année, j'ai dépensé 2000 pièces dans votre commerce. Dites au sénateur qu'il ne faut pas qu'il fasse ça. Donc, et là, ils font et ils vont devant les bureaux des élus qui veulent passer des lois, devant les bureaux des gens
ça va peut-être vous sonner des cloches des gens qui font des études pour dire que la cigarette cause le cancer et des choses comme ça. J'écoute ça avec passion et je me dis, tu sais, dans les dernières années, le concept de fake news est arrivé. Oui. Mais dans le fond, si on regarde l'histoire des relations publiques, elle est un peu basée sur ça, non? Ben, je suis vraiment content que vous en parliez parce que tout le long que j'ai travaillé, ça m'a pris 10 ans à écrire cette affaire-là. C'est tout petit, là, mais c'était long. Pas tout petit, c'est écrit petit. Pas si petit. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'images. Ça serait mieux avec des images. Ce serait plus fun. Pour faire passer le message en relations publiques, les images, c'est... fait que, bon dessinateur, salut. Oui, écrivez-nous. Donc, il y a cette idée de fake news qui émergeait pendant que j'écrivais. Puis là, c'était fatigant parce que le mensonge dans les médias puis le mensonge en politique, c'est pas de ça dont je veux parler. C'est-à-dire que le mensonge, il est là depuis tout le temps. C'est ça. On a fait une grosse histoire des fake news, là, mais je veux dire, ça fait longtemps que ça existe. C'est pas Donald Trump, il n'a rien inventé. Là. Mentir aux gens à TV, là, il y a une couple de monde qui ont fait ça avant lui. Probablement qu'on mentait autour du feu aussi. Ben oui, tout à fait. Puis on mentait sur le perron de l'église. Puis je veux dire, des menteries, il y en a pas. Il y avait des mensonges dans l'église? Oh là là. Non, je parlais en dehors. Hein. N'oubliez pas que je suis dans une université catholique. Jamais. C'est vrai, ça. Incroyable. Donc dans ce que j'ai essayé de mobiliser, c'est pas tellement... Puis j'ai hésité, j'ai failli appeler le livre mensonge. Ah ouais? J'ai pas tellement voulu parler du mensonge parce que c'est trop gros. Oui, parce que c'est plus subtil que ça. Exact. Les relations publiques. Les enfants mentent. Oui. Mais des intrigues... Ça leur demande de vieillir un peu pour en faire. Oui. Et c'est cette stratégie-là, c'est le caractère stratégique des relations publiques que je voulais amener. Et là, bien sûr, qu'on peut faire stratégiquement des fake news. Mais ce qui m'intéresse dans ça, c'est que les fake news sont un outil pour arriver à un but. Et ça, c'est des relations publiques. Et c'est ça qui m'intéresse. Plus manipulation que mensonge. Bien sûr. Tout à fait. Manipulation, ça aurait pu s'appeler manipulation. Mais intrigue, c'est tellement plus chic. Oui, et Simon Tremblay-Pepin, ça nous amène cette notion d'intrigue au chapitre 3, l'intrigue de cour selon le duc de Saint-Simon. Et là, moi, je découvre tout ça. Avez-vous compris les histoires de famille puis de mariage dans le chapitre? Ça a été tellement difficile d'écrire ce chapitre-là. Ben oui et non. C'est-à-dire que ce qu'on comprend, c'est que c'est un travail pour... La mise en récit à des fins politiques, c'est un travail qui, quand il est entre les mains de personnes trop intelligentes, ça fait du dommage. C'est un peu ça que j'ai compris avec ce duc de Saint-Simon. Parle-nous un peu de lui. Ça a été publié, c'est une œuvre monumentale. Oui, voilà, c'est 8 en volumes. Pléiade, 8 volumes. C'est une œuvre littéraire absolument grandiose. J'invite tout le monde qui est à la retraite à en faire la lecture. on est chez Raffin présentement. C'est sûr que quand je pèse sur stop, je vais aller. Oui, c'est sûr que je vais aller. Ben oui. Bon, vous pourrez dépenser tout votre argent en Pléiade. Ça paye de toute façon les balados. Je vais le commencer en poche. Puis si j'aime ça, j'achèterai la Pléiade. Excellent. Parce que l'appareil de notes est vraiment bon. Mais tout ça pour dire, le duc de Saint-Simon écrit des mémoires en cachette. Et c'est ça qui est le fun. C'est qu'il n'écrit pas des mémoires puis tout le monde le sait. Il écrit des mémoires puis il dit « Elles ne seront publiées qu'après ma mort. » Fait que j'ai rien à perdre. Et il n'y a rien à cacher. Wow. Fait qu'il nous raconte tous les travers de la cour, mais ces petits travers à lui, ils sont assez nombreux. C'est pas un personnage très appréciable. Il est très jaloux de ses titres. Il est un peu grippe-sous. Un aristocrate. Oui, un aristocrate, puis qui se soucie de trucs, évidemment, qui nous passe 150 pieds au-dessus de la tête, mais il nous décrit la cour et la petitesse des gens de cour avec un brio puis un style absolument formidable. Et le suivre, c'est suivre cette petite partie des relations publiques qui a toujours existé, c'est plaire aux puissants. Comment, non seulement plaire, qui est une chose, mais comment les faire prendre les décisions qu'on veut. Et il nous raconte comment il organise le match. J'ai pris un mini extrait du livre sur comment il fait
pour imposer l'idée d'un mariage entre deux personnes dans la tête du roi, dont une de ses filles illégitimes et un de ses petits-fils. C'est tout ça dans la belle consanguinité de l'aristocratie. Et on comprend aussi dans ce chapitre le pouvoir de la parole. Exact. Du contrôle de la parole. Et c'est cette maestria que Saint-Simon possède et dont il nous révèle les petites ficelles. Et c'est pour ça qu'il est intéressant à lire, même aujourd'hui, plusieurs siècles plus tard. On va faire un lien, Hélène, avec votre réflexion sur les fake news, avec le chapitre 4, qui est vraiment passionnant, parce que là, on découvre un personnage, Daniel J. Borstein. Est-ce que je le prononce bien? Tout à fait. Voilà. Vous avez ça naturellement. Les pseudo-événements. Les pseudo-événements. Et lui, c'est un historien conservateur. Parlons de lui un peu. Daniel Borstein, il ne s'intéresse pas aux médias. Ce n'est pas un analyste des médias. Il écrit une fois un livre sur ça. Et je pense qu'il est resté dans les annales, ce livre-là, et non pas tous ses livres d'histoire. Son travail d'historien, c'est drôle. Ces livres d'histoire, c'est la célébration des grands hommes. On passe à travers les grands inventeurs, les grands politiques, puis tout ça. Il a été nommé directeur de la librairie du Congrès. Un hagiographe. Totalement. Et états-unien, donc on écrit le récit national bord en bord. Et son livre qu'il ne pensait pas qu'il allait pogner, c'est celui-là qui l'a élevé dans le milieu intellectuel. Exact. Puis, et que les gauchistes aiment plutôt. C'est malade. J'adore ça. Et il écrit à partir du gars qui croit vraiment profondément en l'histoire. Ah oui! Il a une idée que l'histoire, c'est une science proche des sciences exactes, où on révèle ce qui s'est passé dans le passé. Et qu'il y a il est hegelien, dans le fond. Ce serait généreux, parce que je ne suis pas sûr qu'il pense que la chouette de Minerve, à la fin, va se réveiller. Il reste dans la première étape. Un hegelien du dimanche. Exact. Mais il a cette certitude que les journalistes font honte à l'histoire. Parce que non seulement il ne raconte pas les faits comme ils devraient être racontés, mais en plus, ils inventent des affaires. Puis là, c'est là le danger. On pourrait dire, fake news. Non, c'est pas de ça dont il parle. Il parle de ce qu'on est en train de faire en ce moment. Pour lui, ce qu'on est en train de faire là, c'est un pseudo-événement. J'ai effectivement écrit un livre. Ça, c'est un événement. Un podcast. Mais il dit, ça, ce qu'on fait là, c'est pas quelque chose qui a lieu. C'est quelque chose sur quelque chose qui a eu lieu. Mais c'est pas quelque chose qui a lieu. C'est du commentaire. Et donc, toutes les entrevues, les débats télévisés, toutes ces affaires-là, c'est du bruit. Les vrais événements, c'est quand quelqu'un meurt, c'est quand il y a un tremblement de terre, c'est quand il y a un coup d'État, c'est quand il y a une révolution, c'est quand il y a une élection. Ça, c'est des vrais événements. Mais dépendant qui le raconte. C'est ça qui est intéressant aussi, l'histoire, c'est par rapport à qui la raconte. Vous pensez ça. Borstein n'est pas d'accord. Il y a des faits. Et lui, il raconte des faits. Mais là, tous ces journaleux-là qui s'excitent de faire des entrevues puis qui disent que telle déclaration de M. Chose dans son entrevue, ça, c'est important. Il dit, non, c'est pas important, il n'a rien fait. Il ne s'est rien passé. Ça brise tellement notre compréhension de Mais comment de ça nourrit les relations publiques? C'est que dans le fond... Les relations publiques, ce ne sont que des pseudo-événements. C'est ça. Notre job de relationniste, c'est de créer du pseudo-événement partout. C'est de faire de l'événement fait pour les médias. C'est de créer des choses conçues. Le meilleur exemple de ça, c'est la conférence de presse. La conférence de presse, c'est un temps qui est couverte comme un événement. Donald Trump et sa représentante, ou Denis Coderre. Encore aujourd'hui, Denis Coderre, ça devient un pseudo-événement aussitôt qu'il s'exprime, alors que... Ils ne dirent pas grand-chose. C'est quand même drôle. Oui, mais ça reste que c'est du bruit, c'est du parasitage quand même. Mais donc, il estime qu'une fois que l'événement a lieu, l'événement est presque auto-explicatif, qu'on n'a pas besoin de le couvrir. On peut le couvrir. Il n'y a pas de problème. Les journalistes peuvent parler d'un tremblement de terre. Il n'y a pas de problème. Mais quand ils nous disent Fred Savard a fait une conférence de presse aujourd'hui puis il nous a dit telle chose, Borstein, il dit vos gueules, laissez-le faire de quoi, puis on en parlera quand il fera quelque chose. Je comprends. Il n'a pas pris action. Il n'a que
divulguer quelque chose ou Exact. nommer quelque chose. Et il dit, tout ça, c'est du bruit. Mais il dit, les journalistes ne veulent pas le concéder que c'est du bruit parce qu'il faut qu'ils remplissent leurs derniers journaux. Chaque jour. Il faut qu'ils remplissent la TV. Et c'est drôle, hein, parce qu'au Québec, Bourgault, oui, Pierre Bourgault, ils ont publié là, ses écrits politiques en 3 volumes. Là. Il y a un bout où il dit, vous savez, on devrait arrêter la TV à 18h. Puis, parce qu'on n'a plus rien à raconter. Non, mais des fois, à 10h le matin aussi. Il a dû écrire ça avant RDI, avant LCN. Il a écrit ça là, à l'époque où il enseignait à Marie-France Bazot à l'UQAM. Et il nous écrit un truc pour nous dire, en fait, on n'a rien à dire à la TV. Il n'y avait pas de chaîne continue. Là. Mais non. Il dit, il n'y a rien à dire. On a fini la journée, on dit aux gens, allez faire d'autres choses. On n'a rien à vous raconter. Ben, Borstein dit un peu la même chose. Ces gens-là viennent d'une époque, puis ont vécu une histoire qui est tellement différente de la nôtre qu'en fait, c'est dur à comprendre. C'est pour ça que les fake news sont en fait un genre de faux miroir de ça qui nous distrait du message principal que Borstein essaie de passer. Mais c'est drôle parce qu'en ce moment, dans la population générale, il y a beaucoup cette nouvelle tendance. On est tellement submergé par ce qui se passe, par tout ce qui arrive, qu'il y a beaucoup de gens qui disent justement, moi je décroche, je regarde plus les infos, je m'abstrais de tout ça. Si je me déguise en Borstein, je vous dirais, les médias l'ont cherché. C'est ça. Comme vous les avez nourris là, de force, vous leur avez rentré de l'info dans la gorge tous les jours, ben, de manière, ils disent c'est trop. Vous auriez dû prioriser, leur parler des vraies affaires, puis il n'y aurait peut-être pas l'indigestion qu'ils ont en ce moment. En gros, ce serait ça son message. Puis il ne parle pas juste de ça, il parle de la gloire aussi, parce que là, c'est un conservateur. Oui, voilà. Lui, il pense que la gloire, ça s'acquiert parce que tu as fait des magnifiques combats, tu as été courageux, tout ça. Mais les petites starlettes là, qui sont connues du public parce qu'ils ont fait un film, là, ça passe pas le test. J'avais une question pour... Vas-y, Marilyn Gay. Je me demandais le rôle de la publicité là-dedans. On dirait que c'est rendu. Je sais pas si vous pouvez m'aider à comprendre mieux ça, mais j'ai l'impression qu'on fait maintenant du contenu pour vendre la pub et non maintenant la pub est rattachée au contenu. J'ai l'impression que le contenu est de moins en moins important. Puis que l'idée que la télé reste ouverte toute la nuit, justement, c'est de passer des pubs de char. Bien sûr. Puis personne n'est dupe à ça maintenant, que c'est comme un peu une coquille vide, passer une certaine heure ou vers 10 heures le matin, mettons. Dans mon premier livre, Illusion, je citais cette citation que tout le monde a citée, tous les gauchistes ont cité pendant au moins 15 ans. Patrick Lelay qui disait, évidemment... qui est le patron de la télé, la chaîne... C'était TF1? Genre, oui, c'était TF1, voilà. Puis qui dit, nous, notre boulot, c'est de vendre du temps de cerveau à Coca-Cola. Voilà. C'est déplorable. Chez les apartistes, dans ce temps-là, c'est début de 2004. La belle époque. Oui, la belle époque, voilà. Dans le temps que c'était bon. Moi aussi, ça descend depuis ce temps-là, fait qu'il n'y a pas de problème. Non, mais la question de Marie-Hélène est intéressante parce qu'elle nous propulse au chapitre 5. Ben oui. Avec J'allais répondre avec Jean Baudrillard, voilà. Ben oui. Là, on rentre dans la partie danse. Un peu, hein? Oui, quand même. Mais vraiment intéressante, mais c'est pour ça que j'aime l'essai en général, c'est quand on m'amène cette densité-là, parce qu'on a tous entendu le nom de Jean Baudrillard dans des 5 à 7 pédants dans le Bien sûr. C'est les seuls où je vais, de toute façon. Mais, il est décédé en 2007. Ouais. Donc, sa pensée reste quand même d'actualité. Vous dites qu'il y a une certaine faiblesse, on en parlera un peu plus tard, mais parlons un peu de Jean Baudrillard et son apport à notre réflexion. Allons sur son décès. Il est mort l'année où j'ai fait mon compte Facebook. Ah ouais. Et ça me marque parce que, pour moi, Jean Baudrillard, c'est Facebook, mais fait en théorie des communications 40 ans avant. Ouais. Ah ouais. Et c'est une pensée exigeante, puis c'est une pensée aussi foisonnante, Baudrillard. Il fait partie de la French Theory? Oui, tout à fait. Les Américains traitent beaucoup dessus parce qu'on peut y faire dire à peu près ce qu'on veut. Là. Mais justement, j'ai pris le Baudrillard de jeunesse, entre guillemets. Il commence à écrire à 40 ans, c'était pas si jeune que ça. Ouais. Ben, Radio-Can, c'est jeune. Oui. C'est encore une recrue à cet âge-là. Bon. J'ai peut-être encore de l'espoir, finalement. Vous pouvez encore avoir un 40 ans de carrière facilement à Radio-Canada. À la radio, wow. Mais ça, non, on diverge. Si vous vous comportez bien. Et même parfois. Oui. Mais non, on parle avec Baudrillard, on parle des signes. On parle des signes, mais on parle... En fait, c'est parce que
c'est un lecteur de Marx très attentif. Oui. Il fait sa thèse avec Henri Lefebvre, un marxiste très populaire à l'époque en France, qu'on peut encore lire aujourd'hui, des livres formidables. Et il essaie de dire à Marx, qui est mort, il ne dit pas directement, mais il essaie d'entrer en dialogue avec Marx sur la question de l'idéologie. Oui. Mais il essaie de sortir de l'idéologie entendue comme une genre de grosse masse qui nous serait imposée d'en haut, puis là, qu'il faudrait obéir à une idéologie dominante. Il nous dit, en fait, les objets qui nous entourent, c'est un de ses livres qui s'appelle « Le système des objets », les signes qu'on voit partout sont porteurs d'une idéologie, mais tellement simple, tellement facile à comprendre, qu'elle nous apparaît complètement naturelle. Et cette idéologie-là, c'est l'idéologie de la distinction. Oui. Bourdieu va être sur son comité de thèse, va détester sa thèse. Oui, pourtant. Oui, et pourtant. Ce serait très intéressant d'approfondir cette relation-là, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais l'idée, c'est que les signes nous permettent de nous distinguer par rapport aux autres. Voilà. Et cette mobilisation-là que nous, on fait des signes, la manipulation de quelques signes, pas par les grands marionnettistes puissants, mais qu'on fait au quotidien, en s'habillant comme on s'habille, en choisissant le char qu'on choisit de conduire, en comme là, vous êtes en veston, chemise blanche, sans cravate. Sans cravate. Donc, propre. Propre relax. Mais on veut se distinguer des HEC, peut-être? Ben, je m'habille toujours de même. Oui, c'est vrai? Toujours. Mais ça reste des signes. Exact. Même si c'est quotidien. Mais tout à fait. Un uniforme, c'est un signe. Voilà. Et c'est beaucoup plus admis, à mon avis, comme signe quand on porte un uniforme que quand on prétend changer de vêtements tout le temps. Ah ouais. Quand on porte toujours le même uniforme, on affirme le caractère de signe. Ouais. Et j'ai l'impression que les artistes et les entrepreneurs qui portent des uniformes le font tout à fait consciemment. Bien sûr. Et envoient un message à propos du message. Ben, Hélène, c'était pas comme les 30 ans de American Psycho ou quelque chose comme ça récemment. Le gars super propre qui, dans ses temps libres, trucide des gens et des femmes. Et décidément, il y a un leitmotiv dans vos interventions. Non. Mais on parlait de Borstein et des pseudo-événements. Baudrillard aussi, dans le fond, lui, c'est l'effet divers. Mais c'est un lecteur de Borstein. Bon, voilà. C'est ça. Il les a lus. Il a lu les gens qui parlent de tout ça. Il a lu les théoriciens de la communication, les théoriciens de la publicité. Ouais. Puis il prend, disons, l'appareil, l'infrastructure marxiste, puis il dit, mais si on prenait le même rapport que Marx prend pour la marchandise, puis qu'on l'appliquait aux signes. Ouais. Et là, ça devient vastement intéressant. Ouais. Mais Baudrillard est comme ça. Il a des maudites bonnes idées. Puis à un moment donné, ça l'ennuie, fait qu'il passe à autre chose. Et il fait ces 4 livres-là. Puis il va dire plus tard, moi j'ai réglé Marx à 40 ans, j'ai plus besoin de revenir là-dessus. Mais aussi parce que c'est intégré. Ouais. Dans la pensée suivante, tout ça a été déjà intégré. Fait que quand il est rendu dans le simulacre, puis dans toutes ces bebelles-là sur lesquelles il va triper plus tard, ben, il y a déjà tout le bagage qu'il a fait avec le marxisme. Mais le marxisme, c'est derrière lui, c'est désuet, rendu là et tout ça. Mais moi, je trouve que cette période-là, qui est beaucoup plus claire aussi dans le style, après ça, c'est plus... le style Baudrillard s'affirme beaucoup plus dans les livres. Mais c'est comme Bourdieu aussi, il faut lire longtemps avant de tomber sur une pépite, parfois. Ben, oui, mais Bourdieu, le projet scientifique est vraiment plus clair que celui de Baudrillard. Ouais. Baudrillard, c'est de l'essai au sens littéraire. Ouais. Rendu à la fin, c'est de l'essai littéraire. J'ai rien contre l'essai littéraire, c'est magnifique. On adore ça ici. C'est magnifiquement bien écrit, en plus. Ouais. Mais théoriquement, on est toujours un petit peu incertain de sur quoi on marche. Ouais, ça n'aboutit pas tout à fait, alors? Ben, ça aboutit... En fait, c'est que ça aboutit énormément. En fait, c'est une pensée... c'est une pensée fatale. Oui, c'est ça, parce que vous le dites aussi... OK, j'ai jamais lu. C'est que sa pensée est intéressante encore aujourd'hui, mais il ne donne pas... Parce que lui, dans le fond, ce qu'on comprend, c'est qu'on est emprisonné dans ce monde de signes et il n'offre pas de solution. C'est un témoignage de la catastrophe, l'œuvre tardive de Baudrillard. Puis il nous fait tout un regard très, très, très pessimiste. Mais pessimiste. Avec lui, il n'est pas pessimiste tant que ça. Je pense qu'il s'en balance. Mais il nous décrit
la catastrophe dans laquelle nous sommes, puis pourquoi on est rendu là selon lui, avec les outils qu'il a développés pendant 40 ans. Puis il finit par publier comme 60 livres, fait que si vous voulez de la déprime, là, il y en a pour longtemps. Bon, on parlera pas de la Chloé Mouffe. Non. Parce que ça aussi, c'est dense. Ça, c'est vrai que c'est dense. Oui, ça vraiment. m'a pris mais 4 fois à écrire ce maudit chapitre-là. Ah ben, je suis sûr, mais c'est à lire. C'est compliqué. Cela dit, à la fin, vous réfléchissez quand même sur... Oui, ça m'arrive parfois, mais assez rarement. Le rapport de la gauche avec les relations publiques. En fait, le rapport de la gauche avec comment on se met, entre guillemets, en marché dans l'univers médiatique. Vous dites qu'on est encore un peu pogné dans les relations publiques traditionnelles en comparaison avec les relations publiques de rupture. Ben oui, c'est mon invention pour ce livre-là, une relation publique de rupture. C'est d'ailleurs un terme que j'aurais pu trouver mieux, mais... C'est bien, moi je trouve ça bien. Ben, j'essayais de dire que les relations publiques, d'habitude, c'est plaire. Oui. Puis il y a une autre approche des relations publiques qui peut être de fâcher. Oui. Qui peut être de créer du conflit, de générer le conflit. Oui. Nos adversaires à droite sont très bons là-dedans. ont réussi ça. Oui. Parfois, à gauche, on réussit aussi dans certaines circonstances. Mais on est tellement formés, les relationnistes, à d'abord plaire que quand on chasse le naturel, il revient au galop. Oui, mais vous nommez les organisations syndicales, écologistes, féministes, ont tendance, entre autres, à embaucher des professionnels de relations publiques, donc de la traditionnelle, entre guillemets, où là, dans le fond, on essaie d'avoir un bon flash qui va surpasser le bon flash des gens devant nous. Et ça, pour vous, c'est pas la bonne approche à avoir. Ben, à partir du moment où on l'analyse d'un point de vue conflictuel, en postulant que nos adversaires... Donc, il faut lire le chapitre sur la Chloé... La Chloé Mouffe, tout à fait. Voilà. Tout est dans tout dans cette affaire-là. Il faut lire l'essai. Voilà. Je veux pas que les gens disent « Ah, j'ai fait le savoir, j'ai pas besoin... » C'est plus dense que la conversation qu'on a. Qui est déjà pas pire. Merci. Mais le problème, c'est que si le truc, c'est les bonnes idées, si le truc, c'est les compétences techniques en communication et qu'on se bat contre des adversaires qui sont moultement plus riches que nous... Oui, mais ça, on n'en parle jamais de l'argent de l'autre côté. Ben c'est sûr qu'ils vont avoir des meilleurs relationnistes que nous autres. C'est sûr qu'ils vont les embaucher. C'est des mercenaires. Bien sûr. Ouais. Ils vont mettre le prix pour avoir les meilleurs. Puis s'il y a quelqu'un... Je parlais avec une collègue hier. Là, collègue professeur ou relations publiques? Collègue professeur. On passait devant là, ce centre d'achat qu'ils ont construit, le Royal Mount. Qui est toujours vide. Qui est vide, qui est immense. Oui. Il y a elle me disait, il y a un maudit bon relationniste en arrière de ça. Oui. J'ai juste une question. C'est quoi un maudit bon relationniste? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon relationniste? Évidemment, il y a les techniques. Il y a la maîtrise des techniques. Ça, ça se développe, puis ça s'apprend avec le temps. Donc, souvent, les relationnistes qui ont un peu d'expérience deviennent meilleurs, deviennent plus agiles, plus habiles. Les relations publiques, c'est un métier de femme. Hein, on le dit trop peu. On a toujours Mad Men en tête. En fait, aujourd'hui, c'est un métier de femme. C'est un métier de relation. C'est développer du relationnel. Moi, les meilleurs relationnistes que j'ai connus, c'était toutes des femmes. Parce qu'elles développaient des relations extraordinaires. Et elles faisaient faire des affaires à des journalistes qui ne savaient pas qu'ils feraient. Et c'est donc souvent le carnet d'adresses qui fait le meilleur relationniste. Comme les recherchistes. Exact. D'ailleurs, le passage de l'une à l'autre n'est pas très difficile. Tout à fait. Dominique Chaloux, en fait, Francine Chaloux a été recherchée, je pense, en premier et est devenue un peu celle qui a réécrit les relations publiques des années 80-90. Et on a plein d'exemples. Moi, je connais plein de monde qui, lassé d'être dans un des grands médias qu'on ne nommera pas et d'avoir pas l'impression de pouvoir avancer, on dit, je vais aller travailler au privé pour faire des relations publiques. On ne nommera pas, mais penser à un pays. Et un médium. Vous dites aussi que un des problèmes de la gauche par rapport à son approche des relations publiques, c'est de placer une personnalité connue qui va y aller d'opinion tranchée, qui va créer un peu la nouvelle. Moi, j'ai pensé à Catherine Dorion, entre autres. Ou Amir Kadé. Ah ben? Ouais. Je ne sais pas pourquoi vous évoquez des gens autour de Québec solidaire. Ça arrive, ça arrive. Mais... Ils sont tous partis, ou presque. Et pour vous aussi, c'est un piège, d'une certaine façon.
si on veut que la gauche prenne appui dans la réalité et fasse des choses. Ben, je ne me prononcerai pas sur les deux exemples que vous avez nommés. Vous les nommez pas, là, c'est moi qui le fais, cela dit. Parfait. Ouais. Mais je vais dire une chose. On peut toujours faire des scandales, on peut toujours brasser la cage, et moi, j'ai rien contre ça, vraiment rien. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on construit? Ouais. Et si on brasse la cage pour brasser la cage, puis qu'après ça, on tire sa révérence sans avoir rien construit, là, pour moi, on n'aide pas ni sa famille politique, ni ce qu'on est en train de construire collectivement. Tout à fait. Et pour moi, la différence fondamentale, elle est là, entre une stratégie de relations publiques de rupture qui utilise les conflits pour bâtir un peuple de gauche prêt à faire un pas suivant, et une stratégie moi, je vous scandalise, je choque dans les chaumières. Je prends la cage. Puis après ça, ben, c'est plus, ça vous intéresse plus, ben je m'en vais. Ça, on reste les mains vides après, puis on construit rien. Tout à fait. Et pour moi, c'est ça la différence entre les deux. Et donc, ça dit aussi que les relations publiques et plein d'autres métiers à côté des relations publiques, c'est aussi beaucoup d'ennuis, c'est aussi beaucoup de travail très, très, très fastidieux, laborieux, qui prend beaucoup de temps à faire des trucs qui sont pas fancy, qu'on ne dit pas dans les médias, mais qui construisent des organisations puis qui permettent ensuite de gagner. Et ça a beau pas être populaire, moi, je l'ai plutôt constaté. C'est the real shit, comme on dit. Ben, j'ai été responsable des communications de Québec solidaire pendant la campagne de 2018 et on avait fait une campagne de communication que j'aime beaucoup et dont je suis très content. Puis on avait fait des affiches que j'aime encore énormément. Ça, c'est avec les anneaux dans le nez, là? Exact. Vous seriez un bon relationniste de presse. J'étais abonné au Journal de Montréal dans le temps, c'est pas vrai. Oui, on avait donc on était allé chercher 5 dessinateurs, dessinatrices du Québec, puis on leur avait donné le champ libre, puis on leur avait dit, voici un peu d'argent, faites ce que vous voulez, on va piger là-dedans, puis on va les mettre sur des affiches électorales. Puis ils avaient suivi, puis ils avaient fait des trucs avec des messages super, et c'était coup de poing. Mais tout ça, c'est nice, là, c'est bien beau, mais ça fait gagner aucune campagne électorale. Ce qui fait gagner des campagnes électorales, c'est du monde sur le terrain, c'est du monde qui font du porte-à-porte, c'est du monde qui convainc des gens. C'est pas à coup de sondage, c'est pas à coup de déclaration qu'on gagne des campagnes électorales, c'est en faisant le travail. Et ça, les relations publiques sont un appui. On magnifie ce travail-là. Mais ça prend quelque chose. À la base. S'il n'y a rien à magnifier, on n'ira pas loin. Exact. Simon Tremblay-Pépin, je termine avec une phrase qui vaut à elle seule, je pense, l'essai. Je vais vous citer. Dans l'épais brouillard du triomphe de l'image, l'espace public devient une ville fantôme où se confondent les spectres et les gens. Et ça me fait penser à l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus d'essor et où ça va être difficile de faire la différence entre les gens et les spectres. Et pour moi, c'est aussi peut-être l'arrivée finale du triomphe de l'image. Quand on va plus être capable de déceler le vrai du faux, j'en ai parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on va peut-être éventuellement fermer nos écrans comme Pierre Bourgault nous l'indiquait à 18h et sortir dehors. Sur l'intelligence artificielle, bon, il y aurait 2 heures de discussion à avoir, mais je vais donner C'est moi qui fais le lien parce que la phrase, elle se suffit à elle-même, là, sans mon lien. Mais ça me fait penser à ça. Mais c'est pour moi un cas de relation publique de génie. Oui. C'est à cause d'une affaire, le mot. Intelligence artificielle, c'est une supercherie dans le mot de départ. C'est même pas intelligent. Exact. Mais c'est même pas intelligent à un point... C'est pas si artificiel non plus. C'est très réel. C'est tellement difficile de combattre cette idée-là parce que, culturellement, on a le AI de Steven Spielberg dans la tête. On a Data de Star Trek. On a Isaac Asimov et toute la trilogie des robots. On a la lumière dans 2001 de l'espace. Exact. HAL. Exact. Tout ça est là. Et qu'est-ce que c'est que ce personnage? Ce grand personnage du cyborg et du robot. Ce grand personnage, c'est un personnage qui est humanoïde,
qui pense comme un humain, mais qui a une chose, la logique et une genre de connaissance universelle, mais qui n'a pas de sentiment. Hein? C'est ça, ses caractéristiques fondamentales. Ouais. L'intelligence artificielle qu'on a en ce moment, qui ne devrait pas s'appeler comme ça, qui est un ramassis de statistiques linguistiques qui produisent des mots sur la base des occurrences précédentes que les humains ont produites, ça, là, c'est pas un scientifique insensible fou, c'est un littéraire délirant. Et de penser qu'on a devant nous un scientifique qui va répondre à nos questions, alors qu'on a quelqu'un qui génère du texte aléatoire, mais qui est tout proche de la langue naturelle. Ouais. Fait que ça nous donne l'impression que c'est une machine qui pense, mais elle n'est pas capable de faire des équations. Ouais. Cette machine-là est capable de trouver la réponse d'une équation dans sa banque de données de ce qu'elle a nous-mêmes créé. Elle est nous. Exact. Du passé et du présent qui s'accumulent. Elle est une réponse statistique par rapport à ce qu'on a dit dans ce qu'elle a consulté. C'est tout. C'est pas de l'intelligence. C'est pas de l'intelligence à un niveau. Et donc, appeler ça intelligence artificielle, quel coup de relation publique. Ben, il va falloir lire Intrigue pour comprendre tous ces mécanismes. Mais s'il vous plaît, après avoir lu Intrigue, ne devenez pas relationniste. Je souhaite à personne. Non. Il y a quelque chose à faire avec les relations publiques. Oui. Mais c'est pas en étant relationniste. Non, voilà. Simon Tremblay-Pépin, merci. Je suis content de vous avoir rencontré officiellement dans le contexte de la balado. J'ai déjà hâte à votre prochain essai. Puis aussi, bon, je vais aller fouiller dans la Pléiade, mais je vais aller chercher votre essai sur les médias. Ben, merci de m'avoir reçu, Fred. Merci. C'est une première pour la balado, Catherine Chagnon, d'être dans un endroit directement lié à la thématique d'un magazine ou d'une revue abordée à la balado. C'est une maudite bonne idée. Ben, écoute, c'est une maudite bonne idée de mon collaborateur, André-Philippe Drapeau-Picard. Bonjour, André-Philippe Drapeau-Picard. Bonjour, Frédéric Savard. Ben ouais, moi, ça m'arrangeait que vous vous déplaciez dans le jardin botanique. Oui, c'est ça. On est dans le jardin botanique. Oui. Puis moi, je travaille à l'insectarium juste à côté. Je pense que c'est la première fois que je rencontre un entomologiste à part Georges Brassard. Ah, mon Dieu. Avez-vous Feu Georges. Oui. As-tu une histoire à raconter avec M. Brassard? Oui, quand même. Il m'a mis un scorpion sur la main. Puis là, il m'a dit il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger. Puis là, il me l'a enlevé d'un coup. Oui. Ça en allait te piquer. Je savais pas si c'était vrai ou pas vrai. Ouais. Dans mon ancienne vie, à la soirée, est encore jeune. Luba Markovskaya. Moi, je suis traductrice littéraire. Moi, j'ai une formation littéraire, c'est-à-dire un doctorat en littérature. Puis, j'ai toujours vécu entre les langues. Fait que par la force des choses, je suis devenue traductrice et je travaille en édition également. Et vous cueillez des champignons? Je cueille des champignons depuis que je suis petite. Oui. Et là, on est ici pour le numéro 289 de Spirale. Oui. Regard naturaliste, 2 points, voir en haute définition. Exact. Est-ce que c'est un endroit rêvé pour le naturalisme? Ça dépend des points de vue. Tu sais, un jardin botanique, ça reste un endroit aménagé, fait qu'on n'est pas dans la nature, ce qu'on pourrait appeler la vraie nature, mais il y a quand même plein d'espèces qu'on peut observer. Là. Oui. D'ailleurs, Catherine Chagnon, on le comprend bien dans ce numéro de Spirale. On n'est pas obligé d'être dans la vraie nature, entre guillemets, pour avoir ce regard naturaliste. Non, absolument pas. C'est-à-dire que l'observation peut se décliner de différentes façons et dans différents espaces. Et c'est un peu ce qui nous a intéressés quand on a reçu la proposition de Luba et André-Philippe de travailler sur l'actualisation du regard naturaliste. C'est-à-dire que pour nous, il y avait une grande pertinence à aborder cette question-là à un moment où on est dans des réflexions sur l'écologie de l'attention, où la question du regard, de l'observation, de la perception est remise en question par notre supposée dépendance aux écrans, n'est-ce pas? Oui, d'ailleurs, là, vous jetez un pavé dans la mare dans votre texte parce que vous dites que, en tant qu'historienne de l'art, vous vous méfiez de ce type d'analyse où on dit on est dans une époque où vraiment là, on est dans les jeunes n'ont plus d'attention, on est collectivement dans un déficit d'attention à cause des écrans entre autres. Vous dites attention. C'est-à-dire que ce qui me dérange dans ces diagnostics là, c'est l'élitisme qui découle d'une supposée capacité de contemplation passive, en fait concentré et tout. Donc, en fait, c'est là où je me méfie du diagnostic de déficit d'attention généralisé, dans la mesure où, oui, effectivement, on est
notre capacité d'attention se transforme. Oui. Nos modalités de perception se transforment. Voilà. C'est un peu ce que je dis. Puis en fait, ce que j'ai appris de ma formation d'historienne de l'art, c'est que nos modalités de perception et d'attention ont toujours été en transformation et on se plaint depuis l'Antiquité voilà. qu'à chaque fois qu'une nouvelle technologie apparaît, les gens ne savent plus se concentrer, être attentifs au monde, ils perdent leur attention soutenue, etc. Il n'y a rien de plus ancien exactement, que cette idée ou que les jeunes comprennent pas les vieux. Oui, exactement. Puis que notre capacité de lecture, cette espèce de complainte répétée, alors qu'on pourrait peut-être plutôt s'intéresser aux transformations de nos modalités d'attention et voir comment ces transformations-là nous amènent à poser un regard différent sur le monde ou à reprendre conscience de l'importance de se positionner vis-à-vis de notre environnement. Puis c'est pour ça que je trouvais ça assez intéressant de remettre au goût du jour la question du naturalisme, mais aussi dans un contexte où les enjeux de biodiversité sont extrêmement urgents à aborder, à prendre en compte complètement. Oui. Puis, ce qui est intéressant dans ce numéro-là, c'est aussi, troisièmement, je dirais, l'extrême multidisciplinarité qui est proposée à travers des textes qui, justement, mettent en valeur les sciences naturelles à travers des contributions d'entomologistes, de gens qui travaillent directement sur le terrain, mais aussi d'historiens de l'art, de littéraires, de gens qui sont en études cinématographiques, qui nous permettent aussi, donc, d'entrer dans le regard naturaliste par le biais des œuvres d'art, ce qui est absolument pertinent et fascinant. Tout à fait. Luba Markovskaya, André-Philippe Drapeau-Picard, vous êtes scientifique littéraire. Tout à fait. Vous êtes occupé de ce dossier-là? On l'a conçu, on l'a monté. Comment s'est fait la rencontre? Comment on fait aussi pour que ces deux perspectives, ces deux paradigmes s'unissent et nous offrent ce numéro? Mais là, je vais te faire un scoop. Là. On est un couple. Ah, ben voyons donc! Voyons donc! Fait que la rencontre s'est faite comme ça. Pour vrai, je ne savais pas. OK, c'est simple de même. Ah, OK. Mais en fait, ça permet de dire quelque chose sur le naturalisme, en fait. C'est que c'est un regard posé sur la nature qui est un regard de non-spécialiste, en fait, qui vient à la base des amateurs. Les biologistes en ont besoin, c'est ce qu'on cherche à mettre de l'avant dans ce numéro-là, mais aussi n'importe qui a une sensibilité à ça peut développer son regard et devenir un naturaliste. Mais à l'origine, en littérature, ce courant-là, c'est fin du 19e? Oui, en littérature, alors c'est ça. En littérature, ça désigne autre chose. Ça désigne pas un rapport à la nature, ça désigne un rapport au réalisme. Oui. Donc, c'est à la fin du 19e siècle, effectivement, Émile Zola et compagnie. C'était plus une velléité. Moi, je suis pas spécialiste de cette période-là, mais les spécialistes considèrent souvent que c'était une volonté mais que le naturalisme réel n'a jamais eu lieu. Ouais, c'est une volonté d'observer. Il y a eu un manifeste. D'observer. Mais cliniquement, puis rendre sans aucun biais, puis on sait tous que c'est pas possible. Donc, c'était plutôt un François Cardinal pense que oui, mais c'est une autre histoire. André-Philippe Drapeau-Picard. Bon, vous êtes le scientifique du numéro et du couple. Le naturalisme, en science, il existe, là. Il fut un temps où on parlait plus d'histoire naturelle. Comme une discipline. Ben maintenant, les disciplines se sont spécialisées de plus en plus. Fait que dans les universités, on n'enseigne plus vraiment l'histoire naturelle. On enseigne la biologie moléculaire, l'écologie. Bref, ça a pris différentes branches qui sont un peu en silo, on pourrait dire maintenant. Fait qu'avec ce numéro-là, on voulait revenir à l'idée première de l'histoire naturelle. Puis moi, je parle pour moi en tant que biologiste, où pour nous, c'est important de se promener dehors puis d'être capable de distinguer les espèces qui nous entourent, de mettre un nom sur elles. Ce que peu de gens font ou sont capables de faire. Hélas, oui. Puis même... je m'inclus là-dedans. Là. J'inclus plusieurs biologistes là-dedans aussi. On va là. Oui, c'est la polémique, là. Étant donné que l'histoire naturelle est un peu... écartée du cursus, même au sein de la formation de biologiste, on a ce problème-là où on a une crise de la biodiversité, mais on n'est pas capable d'identifier les espèces qu'on perd. Puis c'est abordé dans un des textes, en fait, je pense que c'est dans Aiguiser le regard, qui présente donc la thématique. C'est difficile de convaincre la population de la pertinence de préserver un habitat donné si on n'est même pas capable de voir tout le vivant qui y habite. Oui, moi je pense qu'il faut partir de la base, puis d'outiller tout le monde à faire la distinction, puis
on parle de cécité botanique, par exemple, pour ce qui est des plantes, que tout a l'air vert, mais quand on aiguise notre regard, ben là, on dit, cet arbre-là, ses feuilles sont pas pareilles comme celles de l'autre à côté. C'est pas la même espèce. On revient avec l'idée des technologies qui peuvent nous accompagner dans l'identification, là, puis le suivi de la biodiversité maintenant. Fait que, puis on les utilise de plus en plus. Mais il y a un piège là-dedans. Peut-être. Non, mais c'est pas ça. Il y a quelque chose qui s'installe entre l'observateur et ce qui est observé, même avec l'intelligence artificielle. Mais reste que ça, comme dirait Marshall McLuhan, ça nous engourdit un peu, non? Ça peut nous rendre paresseux, peut-être, parce qu'on n'a plus nécessairement besoin des guides d'identification puis de faire tout le travail de passer dans les clés. Mais je pense que ça reste des outils vraiment puissants qui peuvent accompagner les non-experts dans leur appréciation de la biodiversité qui les entoure. Comment on l'a monté, ce numéro-là, où on va entendre plusieurs voix, justement, croisées entre la science, la littérature... L'histoire de l'art, le cinéma, la photographie. Et c'est parti justement de la polysémie et du mot naturalisme, parce que ça veut dire quelque chose en littérature, comme on le disait, mais ça veut dire autre chose en histoire de l'art. Bon, ça donnait qu'on avait vu des films aussi au cinéma qui avaient alimenté notre réflexion, notamment celui de Robert Morin, dont on a un entretien. Puis pour la petite anecdote, c'était notre première date. Donc, on est allé voir le destin boréal, l'orignal qui se décompose pendant 1h30, c'était notre première date. Ça part bien. Après, vous avez fait du drap. Oui. Peu après, oui. Là, ça a l'air d'une joke cochonne, mais du drap, comme on l'apprend dans le numéro, c'est une méthode d'observation d'insectes nocturnes. Voilà. C'est une activité que j'aime faire. Le fameux drap. Donc, installer un drap blanc, un tissu blanc qui est éclairé par une lampe qui attire les papillons de nuit et autres insectes nocturnes. C'est quelque chose que je fais régulièrement dans mon quartier, dans les boisés urbains, parfois avec du public, parfois seul, parfois avec Louba. Puis, ça permet de lever le voile sur plein d'espèces qu'on ne verrait pas autrement, parce que la nuit, d'habitude, on dort. Et des espèces qu'on aime... Souvent, je pense qu'on n'aime pas. Ils sont mal aimés. Parce que mes parents appelaient les mannes. À Montréal, on en a pas mal. Les June bugs. Oui. Que quand j'étais jeune, j'adorais. Faut dire qu'ils sont beaucoup plus diversifiés. La plupart sont petits, la plupart sont bruns ou sont gris. Mais c'est quoi le pourcentage d'insectes nocturnes, André-Philippe Drapeau-Picard? Plus que la moitié. C'est ça. Ah, ben c'est ça. Fait qu'il y en a, là. Mais ça fait qu'il y a une énorme diversité dans laquelle, quand on prend le temps de regarder, on peut voir plein de motifs, de couleurs, de formes apparaître. Puis c'est un peu ce que j'ai voulu illustrer dans la mosaïque qui accompagne mon texte dans le numéro, qui sont tous ces insectes-là qui forment la mosaïque, c'est tous des insectes que j'ai photographiés dans l'est de Montréal. Fait que c'est un tout petit échantillon, mais on voit bien là, toute la diversité qui est là, qui nous entoure, qui nous regarde peut-être en ce moment, là, puis qu'on ne sait pas. Et d'ailleurs, il y a Geneviève Boudreau qui en témoigne aussi avec son essai « Une abeille suffit », carnet d'observation d'un jardin urbain, où elle s'est mise à observer les insectes dans sa cour. Oui, tout à fait. On peut tous faire pour se rendre compte que, en fait, son regard a complètement changé. Oui, c'est ça. C'est pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire des jardins à ce moment-là, ou à s'intéresser à ce qu'il y a dans leur jardin. Ou acheter des chiens ou des vannes. Oui, c'est ça. Ou à marcher dans le jardin botanique, parce que franchement, il y a eu une affluence. Moi, ce livre-là, je l'ai lu ici. Je l'ai lu dans le jardin botanique, son livre, donc tout est dans tout. Mais oui, c'est ça. Donc, elle se rend compte que en apprenant à nommer les choses, qui est une composante essentielle du regard naturaliste, en fait, la volonté de distinguer et de nommer. En apprenant à nommer ces choses-là, elle voyait apparaître, son regard devenait plus aiguisé, puis elle apprenait à voir davantage ce qu'il y avait dans sa cour arrière. C'est là où Louba et André-Philippe ont trouvé le titre aussi, voir en haute définition. C'est comment le voir et la définition, donc le fait de nommer les choses, se nourrissent mutuellement. Donc, je trouvais que c'est un titre franchement intéressant de ce point de vue-là. Il y a Noémie Pomerleau-Cloutier qui nous offre un texte qui s'appelle « Chercher Marcel ». Marcel, c'est Marcel Gauvreau. Voilà. Que les gens ont peut-être découvert pour la plupart dans les correspondances qu'elle a eues avec Marie-Victorin. Mais justement, ce texte-là essaie un peu de remettre les pendules à l'heure. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de découvrir cette scientifique-là. Il n'est jamais nommé, d'ailleurs, c'est ça. Le frère Marie-Victorin n'apparaît pas dans le texte. C'est assez nouveau. Oui, c'est ça. Et qui est assez important.
C'est plutôt le sort qu'on réserve à Marcel Gauvreau en général, donc c'est comme un revirement. C'est ça, c'est un travail de recherche en cours dans les archives qui sont conservées à l'UQAM, dans les archives de l'UQAM, et où elle est à la recherche de cette Marcel Gauvreau pour constituer un recueil de poèmes. Et on a eu accès, André-Philippe et Louba ont pu aller faire des photographies dans les herbiers, dans les herbiers de Marcel Gauvreau, puis on a accès à des photographies aussi. Donc c'est effectivement assez touchant comme contribution féministe aussi au dossier. Pour montrer la contribution d'une naturaliste au féminin à une époque où les femmes n'étaient pas très valorisées dans le milieu scientifique. Puis je pense qu'on sous-estime sa contribution à elle en particulier, Marcel Gauvreau, qui enseignait aux jeunes. Elle avait des écoles d'été, fait qu'elle a formé, elle a probablement aiguisé le regard de générations de scientifiques. Oui, d'enfants. Je suis désolé, il y a un amiral qui vient de passer. Ah, l'emblème du Québec! Oui, le papillon noir et blanc qui passe au-dessus de nous, c'est le... c'est pas l'emblème officiel encore, mais la Société d'entomologie du Québec travaille fort pour que ça devienne l'insecte emblème officiel du Québec. Pourquoi? Il y a une loi sur les emblèmes au Québec. C'est vrai que c'est bien compliqué de faire changer la loi. Oui, j'imagine. Ça dépend de quoi. Mais pourquoi lui? Pourquoi il est emblématique, en fait? C'est suite à un vote... Moi, j'ai grandi où il y avait des monarques partout, là. Ouais. Là, j'allais me dire, pourquoi le monarque, c'est pas l'emblème? Le monarque, on l'associe à la migration beaucoup, fait que ce serait une drôle d'emblème. Puis le monarque passe pas l'année ici. Le papillon amiral, lui, il passe l'année au complet au Québec. Il y en a dans toutes les régions du Québec, contrairement au monarque qui est plus dans le sud, de plus en plus au nord. Fait que, puis c'est ça, il y a eu un vote du public. Là, ça remonte aux années 90, d'ailleurs. C'est bien long. Ouais. OK. Aparté. Oui, petit aparté. Là, il faut parler aussi d'un texte qui est pas tout à fait dans la thématique. Le texte, je parle de Renato Rodriguez-Lefebvre. Oui. Oui. Il fait pas partie du dossier, mais il y a des connexions intéressantes par... Catherine, parlez-nous de ce texte qui est vraiment incroyable. Formidable. Oui, vraiment. Une incroyable aventure d'écoute. Un mal d'oreille, ça c'est le titre que Renato Rodriguez-Lefebvre a donné à son texte. Ouais. C'est le récit, en fait, d'une expérience de malaise décolonial au théâtre, pour le dire en quelques mots. Renato, qui est un collaborateur, en fait, qui fait partie de l'équipe de Spirale aussi, qui a une recherche de longue date aussi sur les questions coloniales, décoloniales, a assisté à une pièce au Théâtre aux Écuries au printemps 2024. Une pièce qui s'appelle Machinican, le livre, par Marco Collin. Et il allait là un peu sans attente, en fait, avec des attentes de nourrir un projet d'écriture, bref. Et dès le début de la pièce, il a été complètement déconcentré par une présence avec raison. Au sein du public. Assise, une femme qui était assise tout près de lui et qui s'est mis à interpeller les comédiens et les comédiennes sur scène et à intervenir en fait de différentes façons en dialogue avec la pièce. Une personne autochtone qui finalement remettait en question complètement le dispositif théâtral. Ils sont où les autochtones? Oui, elle a notamment dit à un certain moment, ils sont où les autochtones? Pour, C'était pas une pièce de Robert Lepage, j'en pense. Non. Mais il y avait des enjeux d'appropriation culturelle ou de masque identitaire et les interventions de cette personne-là vraiment a permis de créer un dialogue puis d'ouvrir une réflexion très politique sur le dispositif théâtral, sur les enjeux. En fait, qui peut jouer quoi? Qui peut jouer quoi, mais aussi où se joue le drame quand on assiste à une pièce de théâtre. Et c'est vraiment fascinant, en fait. Vraiment. Renato restitue cette expérience de malaise d'une façon exemplaire. C'est formidable. Je vous invite vraiment à lire ce texte, qui est le premier texte en ouverture de la revue, et qui permet vraiment aussi de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire de faire du théâtre politique ou politisé. Qu'est-ce que ça veut dire d'être politique dans un contexte artistique? Ça rebrasse toutes les cartes et ça met en dialogue des pensées aussi vraiment finement. Qu'est-ce qu'on peut dire sinon de ce numéro-là? Peut-être qu'on peut parler du portfolio. On n'en parle pas souvent des portfolios, je me rends compte, Fred. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mots. Oui, il y a toujours des mots. Non, mais moi, j'ai moins cette sensibilité-là à tout ce qui est pictural, photo. Puis je travaille là-dessus. Je me suis même remis à la photo argentique pour vous dire comment j'essaie de me botter le derrière ou les yeux.
pas dire ça. Tu dois me botter les yeux. T'as besoin d'un coach. Non, mais tu sais, je suis un gars de... Oui, ben oui. Ah, parlons-en des coachs aussi. Ben oui, oui, c'est vrai. Ben oui, bon, OK. Parlons de ça. Moi, je vais prêcher pour ma paroisse comme historienne de l'art. C'est important dans Spirale, les portfolios d'art visuel. On est une des revues qui consacrons peut-être le plus de pages aux artistes pour proposer non seulement des images de leur travail, souvent une sélection du travail existant, mais à parfois, on ouvre nos pages carrément à des portfolios projets. Ça a été le cas pour Frédéric Lavoie, qui avait fait une résidence à Espace pour la vie, et notamment avec le personnel de recherche de l'Insectarium. On fait la boucle, encore une fois, qui avait travaillé avec André Philippe, avec les gens de son équipe de recherche, à documenter des espèces d'insectes pour la production d'un film qui est présenté à la Biosphère. Frédéric Lavoie, qui est un artiste que moi je connais depuis longtemps, qui se définit vraiment comme un artiste naturaliste, qui est sur le terrain, qui documente. Il avait fait tout un projet précédemment sur les champignons. Maintenant, il est dans les insectes, puis il s'en va vers les oiseaux, je crois, pour un prochain projet. Et en fait, il a produit donc ce film qui s'appelle Insecta Mundi, qui est présenté à la Biosphère tout l'été jusqu'à la fin du mois de septembre. Et en complément de ce film extraordinaire qui essaie de restituer les transformations de la biodiversité dans le temps, donc je pense qu'il a filmé quelque chose comme 40 heures de films qui sont condensés en 40 minutes, où on voit vraiment les insectes avec justement Ici, on a un gros coléoptère qui passe. Un très gros coléoptère avec des hélices. Et de la sauce. Oui. Donc, il y a eu le film qui est présenté à la Biosphère et en complément de ça, il a produit une série de collages macro-photographiques. Donc là, on revient aussi à la question de la technologie qui permet aussi de voir en plus haute définition. Donc, il a documenté par la photo des insectes avec une lentille macro-photographique. Et il a produit des collages en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle pour faire cohabiter dans des espaces visuels des espèces qui, normalement, dans le monde, ne se côtoient pas. Donc, ce qui nous permet de les voir autrement. Qui permet de les voir autrement. Donc, il combine un peu cette espèce de facture hyper réaliste avec une tradition du photomontage surréaliste. C'est vraiment un superbe portfolio. On voit des espèces magnifiques. Puis, ça permet d'alimenter aussi visuellement le contenu du dossier. Et sinon, l'entretien de Dali Giroux? Oui. Alors, j'en dis un mot parce que on en avait parlé à l'automne dernier du film d'Annie Saint-Pierre, Le plein potentiel, qui avait été associé un peu à notre numéro sur l'hygiène de vie. Donc, on a comme poursuivi la collaboration avec Annie Saint-Pierre pour le plaisir, premièrement, parce que c'est le fun. Parce que c'est vraiment le fun de travailler avec Annie. On a fait aussi une campagne de financement sur le thème d'aider Spirale à atteindre son plein potentiel ce printemps. Puis on était présent à la première du film la semaine passée au cinéma du musée. Mais bref, dans ce contexte-là, il y a un entretien qui a été mené par Dali Giroux avec Annie Saint-Pierre autour de ce film qui documente avec beaucoup d'intelligence et de sensibilité l'univers des coachs de vie. Avec une approche naturaliste aussi. Oui, complètement, parce que c'est vraiment un documentaire d'observation. Il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire que Louba, vous n'êtes pas d'accord? Dubitatif. Moi, j'ai trouvé que c'était un film qui avait vraiment un regard... en fait, à la première, ça riait beaucoup. Le rire est orienté par, je pense, les choix de cadrage, combien de temps on reste sur le malaise que crée un plan. Mais plusieurs des intervenants étaient présents. Fait que là, c'est sûr que la cinéaste a été obligée de dire « Ah, mais non, mais moi, c'est plein de tendresse et sans jugement. » Mais moi, je pense que le montage fait quand même passer un message. OK. Moi, je te dirais que effectivement, Annie travaille... Ce qui est fascinant de ce film-là, c'est qu'elle travaille la forme et elle en parle dans son entretien. Oui, tout à fait. C'est vraiment... Elle fait de l'essai documentaire. Donc, pour elle, ce film est un documentaire sans narration où elle donne toute la place à des choix formels de montage, de cadrage, de temporalité, tout ça, pour essayer effectivement de proposer une réflexion philosophique sur la quête d'existence qui nous habite tous à travers, parfois des démarches un peu absurdes. Mais ça aurait pu aller plus loin à ce niveau-là. Moi, je trouvais ça quand même assez soft par rapport... Pour en connaître quelques-uns, puis c'est un plaisir coupable avec ma blonde le samedi matin. Oui, je sais de quoi tu parles. C'est ça. Et je me disais, OK, quand même, ils s'en sortent mieux. En fait, ça prouve que ce film-là est à voir, entre autres, parce qu'il suscite la réflexion, parce qu'on en a parlé beaucoup après. Oui, et il est encore à l'affiche au cinéma Beaubien, notamment, et un peu partout dans les salles. Et on va répéter la même audite affaire. On achète donc
ce numéro dans toutes les librairies indépendantes. Oui. Et on s'abonne. On s'abonne en ligne, magasinespirale.com. Je ne veux pas vous mettre de pression, mais Lettres québécoises ont créé un code promo Fred Savard. Oh! Fait que... on est rendu là. On serait rendu là, oui. Hey, merci à vous trois, vraiment. Il y a un papillon tiré qui vient de passer là-bas, le Tigre du Canada. Est-ce qu'on l'a entendu? Les papillons sont silencieux, non? À moins qu'on les aide dans les oreilles. Ouais, c'est ça. Les petits, ça arrive. Les Junebox, quand ils tombent, ils font du bruit. Ah, oui. Ça, on aime ça. Au revoir. Alors voilà ce qui conclut ce 36e épisode. Je veux remercier la gang de la librairie Raffin sur la rue Saint-Hubert, sur la Plaza Saint-Hubert. Toujours un grand plaisir d'aller enregistrer là-bas. Ils sont super accommodants parce que je suis sûr que c'est un peu lourd de nous accueillir le matin comme ça. On arrive un peu avant l'ouverture. Puis en plus, tantôt, j'ai accroché un espèce de rack à... Je pense que c'était des sacs d'anniversaire pour fête d'enfants. Puis là, ben, j'ai un peu abîmé le mobilier, alors désolé. Évidemment, je vous le dis depuis quelques semaines, on s'abonne à l'infolettre. On va sur lefredsavard.com, dans le bas du site Internet. Vous vous abonnez à l'infolettre. On s'abonne également à la balado. On a fait nos recherches. Il y a un nouvel épisode sur l'innovation qui s'en vient, assez intéressant, avec une réflexion avec une professeure de Polytechnique, mais avec aussi des entrepreneurs qui font des affaires aux États-Unis, entre autres. Alors, je termine le montage, là, ça va être vraiment intéressant. Donc, on a fait nos recherches.com. La balado, elle est facile à trouver. Elle est sur toutes les plateformes balado également. Donc, abonnez-vous. Pour les spectacles à venir, je rappelle qu'il reste des billets pour le Minifest. C'est le 18 juin, donc c'est mercredi prochain, 18 juin, au Cabaret des Curiosités. Les billets sont en vente sur le fredsavard.com/événements. Je pense que ça va être bon. Il va y avoir Kim Lizotte en première partie. Ils nous ont demandé parce qu'elle veut refaire de la scène puis elle a envie de casser des numéros. Moi, je vais également, pour une des premières fois, présenter un numéro assez... j'ai hâte de le faire sur les médias. Beaucoup de choses à dire sur les médias, entre autres sur les médias publics. Je rappelle également que le 5 juillet, c'est la grande soirée dansante de DJ Fred Savard au Osgang Plaza, encore sur la rue Saint-Hubert. Je t'avais le déménager sur la rue Saint-Hubert. Et pour tous les donateurs et donatrices de 72$ et plus cette saison, si vous achetez un billet pour venir danser, je vous en offre un. Alors, vous n'avez qu'à m'écrire et m'envoyer une preuve d'achat au facsimilé d'un billet. Et les billets sont tous disponibles. Tout ce que je vous parle, là, sur lefredsavard.com/événements, ils sont tous là. Alors voilà, on va terminer en musique avec la petite mention que j'ai faite en introduction sur l'armée d'Israël qui a bombardé des points précis en Iran, à Téhéran, entre autres. Puis c'est drôle, ça m'a fait penser, ça a rapport, ça n'a pas rapport, vous allez voir, à une chanson de Ludwig van 88. Ça me rappelle mes années à CISM avec Christian Vannaz, Dan Malenfant, Godefroy Laurando, Patrice Desilets et Valérie Védrine, qui était mon amoureuse de l'époque. C'est elle qui m'avait fait découvrir tout ce punk moins connu ici. Ce punk français, bien sûr, on connaissait les Béruriers Noirs, on connaissait la Mano Negra, on connaissait les Négresses Vertes, mais Ludwig aussi, il y a plein d'autres bands de groupes en fait que j'ai découvert avec elle, les Naufragés, les Shérifs, et à l'époque on mettait, c'était la guerre du Golfe, on mettait souvent cette chanson de Ludwig van 88, et c'est celle-là que je veux vous faire entendre. Juste un petit mot rapide. Groupe donc formé en 1983 par Laurent Manet, qui était un ex-membre des Béruriers Noirs, ainsi qu'Olivier Fillingstone. Se sont joints également Fabrice Bartellon, Laurent Porte à la guitare, Karim Berouka et Bruno Garcia, qui va devenir le futur sergent Garcia, qui est toujours actif aujourd'hui. C'est l'époque aussi, rappelez-vous, les groupes punk français utilisaient un beatbox, une boîte à rythme. Je vous ai parlé des Bérus, mais Métal Urbain aussi, encore plus vieux, qui utilisait des beatbox. Et moi, j'aimais bien Ludwig à l'époque parce qu'ils étaient plus festifs que les Bérus, que je trouvais donc sérieux, un peu trop. Moi, j'aimais bien le côté, la gouaille, en fait, de Ludwig van 88. Et pour souligner l'invasion des Américains de l'Irak, ils avaient donc composé pour l'album Tout pour le trash, paru en 1992, cette chanson.
bon, le bombardement israélien n'est pas en Irak, mais l'esprit, on va se le dire, l'esprit reste le même en partie. Donc, on termine cet épisode avec Bagdad sous les bombes, Ludwig von 88. Bonne semaine tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Messieurs, mesdames, nous sommes en direct de la capitale irakienne. Il se passe pour le moment rien. Je vois dans le ciel des milliers d'étoiles. Je vois les enfants et je me dis, ma foi, tout ça n'est pas pour moi. Ah, mais qu'entends-je, que vois-je au fin, à l'horizon, quoi? Des bruits d'explosion, boum. Je vois les enfants qui courent, les femmes qui explosent, les maris qui se font pousser la moustache. Je peux vous annoncer, oui, j'ai la joie de vous annoncer que le bombardement sur la capitale irakienne vient de commencer. Oui, l'alerte vient d'être donnée. Bagdad sous les bombes. Bagdad sous les bombes, Bagdad sous les bombes, Bagdad sous les bombes, Bagdad sous les bombes, ta mère ton chien, ton canari, ton poisson, Bagdad sous les bombes, Bagdad sous les bombes, des choux dans son jardin, ça ne sert à rien sur Bagdad sous les bombes, pourtant, Bagdad sous les bombes, mon chien, mon père, mon canari, mon poisson, Bagdad sous les bombes, Bagdad sous les bombes, construire des chars, dealer des monstres, un bon business, Bagdad sous les bombes. En arrière, le tango, ça continue. Dans l'hôpital de la capitale, tous les blessés reprennent en cœur. Bagdad sous les bombes, 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 and that's with it. All them are really in advance, so styling. Saddam Hussein is a real cool MC. Saddam Hussein made them roll and bleed. Take a chance and jump into dance and dance with it. All them are really in advance, so styling. Le ministère de la guerre à sous les bombes. Le ministère du commerce à sous les bombes. Le ministère de l'agriculture à sous les bombes. Et tout le monde flippe. Tout le monde est flip. Flip, flip, flip. Tout le monde est flip. Tout le monde est flip, 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 flip. Tout le monde est flip, 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 flip. Flip, flip, flip. Flip, flip, flip. Flip, flip, flip. Bagdad sous les bombes, Bagdad sous les bombes, Bagdad sous les bombes, Bagdad sous les bombes, Ça oui, on peut dire que j'en ai vu des casiers d'éclater, des enfants qui roulent sur les balles et des chars qui écrasent des enfants, les rats, on a mangé du rat, on a bouffé des chiens, tout. Enfin bref, ceci is a CNN reporting from Bagdad, à 2, 3, 4, les camels, à 2, ça.